Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast de l'imaginaire. Alors, lors du dernier épisode, vous avez pu entendre Adrien et Ikalan vous parler de littérature fantastique. Aujourd'hui, nous allons aborder une autre thématique puisque nous allons parler musique. Et c'est la première fois, je pense, que dans le collectif de l'imaginaire, on fait un épisode sur la musique. Ça va être une grande première. Et pour cet épisode, eh bien, j'aurai la chance d'être accompagné par Uppsala, membre du collectif de l'imaginaire et auteur du podcast C'est la voix. Salut Uppsala. Salut, alors merci de m'avoir invité, puis que de toute façon on m'invite pas dans le Friki. Ça c'est fait. Oui, voilà, c'est pour la petite pique à Gagago aussi d'ailleurs. Voilà, donc C'est la voix, c'est un podcast d'interview où je discute avec des gens de leur carrière, c'est des professionnels de la voix. C'est pour ça que ça s'appelle C'est la voix. Et donc c'est toutes les 2 semaines, dispo sur toutes les bonnes plateformes. Et je suis très content de parler musique ce soir. Et nous ne serons pas donc uniquement tous les deux, puisque c'est une grande première pour ce podcast, puisqu'on a la chance de partager le micro avec un invité extérieur. C'est Louis qui va nous accompagner pour cet épisode musical. Bonjour Louis. Bonjour, c'est un immense plaisir d'être parmi vous. Je m'appelle Louis, je suis journaliste au Québec. Je pense que mon accent me trahit. Oui. Donc, je vous parle cet après-midi depuis Montréal, Outre-mer, puis c'est un grand plaisir d'échanger avec vous aujourd'hui sur les Cowboys Fringants, groupe culte québécois. Et on te remercie de ta disponibilité et du temps que tu nous as accordé pour préparer cette émission. Ça fait plaisir. Et donc, en ce qui me concerne, donc moi je suis Roland, également membre du collectif de l'imaginaire et cofondateur du FreakyCast avec mon comparse Gagago. Donc tu as un petit peu vendu la mèche c'est pas grave, en annonçant le thème de l'émission. Mais en même temps, les gens ont vu le titre, hein. Oui, c'est vrai. Puisque, comme je viens de vous l'annoncer, nous allons traverser l'Atlantique pour parler musique, et donc plus précisément, vous l'aurez compris, d'un groupe québécois que moi j'apprécie en tout cas tout particulièrement, les Cowboys Fringants. Je trouve que notre trio est plutôt complémentaire ce soir, puisque donc on a Louis, natif du Québec, qui connaît bien le groupe depuis toujours. Moi, ça fait à peu près 20 ans que j'écoute le groupe, donc je connais quand même pas mal, et Uppsala qui nous accompagne. Toi, ça va être la découverte pour toi, enfin en tout cas ça a été la découverte, parce que tu ne connaissais peut-être que de nom, mais pas plus que ça le groupe, donc tu as eu l'occasion pour préparer cette émission de découvrir, et c'est bien, comme ça on aura aussi un œil un petit peu extérieur, et tu pourras nous parler de ta découverte. Yes. On aura l'occasion de développer plus en détail ce qui m'a donné moi envie de vous proposer cet épisode collaboratif. J'avais envie évidemment de rendre un hommage par ce biais à Karl, le chanteur du groupe, qui nous a quittés en novembre dernier, laissant derrière lui un grand vide pour tous ses fans, mais il n'a pas laissé que du vide, il a laissé également de grandes choses derrière lui, et c'est un petit peu tout ça qu'on va voir ensemble ce soir. Ce que je vous propose pour commencer, c'est peut-être de présenter un petit peu le groupe, les Cowboys Fringants, et Louis, c'est toi qui vas t'y coller. Avec plaisir. Les Cowboys Fringants, c'était 4 membres jusqu'au décès du chanteur Carl Tremblay. Dans le groupe, il y a sa femme qui est une violoniste, Marianne Lépine, l'auteur des paroles Jean-François Posé, et le bassiste Jérôme Duprat qui complétait le quatuor. Ce qui est particulier avec Jérôme Duprat, il est non seulement bassiste, mais aussi chercheur universitaire en économie écologique. À ma connaissance, il n'y a aucun musicien populaire qui est aussi chercheur universitaire. Ça, c'est quand même assez impressionnant. Puis ça montre l'intelligence et l'implication sociale de ces gens-là. Ces 4 membres des Cowboys Fringants qui n'ont jamais eu la grosse tête, c'est vraiment des gens très, très humbles, ce qui est très rare dans le show business. Puis c'est leur marque de commerce, je pense, aux artistes des Cowboys. Donc, c'est un groupe québécois culte. En fait, c'est le plus populaire et le plus connu et le plus aimé au Québec depuis 30 ans, qui a su évoluer à travers les générations. Donc, ils ont commencé à la fin des années 90, des jeunes banlieusards sauce à l'américaine, pas banlieusards sauce à la française. Donc, ils ont grandi tous les 4 dans une petite banlieue de Montréal, la métropole, qui s'appelle Repentigny, une banlieue anonyme, sans personnalité.
mais ils ont pu bâtir leur propre personnalité forte à cet endroit-là. Ils ont lancé leur premier show en 96, premier album en 97. C'était un groupe à peu près typique de cette époque-là, au tout début, engagé, les coups de gueule, etc. Puis ils ont su très bien évoluer avec la génération qui a grandi dans les années 90 et 2000. Arrête-moi si je dis des bêtises, mais je crois qu'à la base, c'est, alors peut-être pas tous, mais au moins en partie, une bande de copains. Je crois que Karl a dû rencontrer Jean-François au hockey, je crois, si je ne dis pas de bêtises. Je crois qu'à la base, ça doit être des potes de hockey. Ouais, je sais plus si c'est au hockey ou au lycée, mais c'était des potes vraiment comme à l'adolescence qui ont décidé de lancer leur groupe sans formation. Ou en fait, ils disent eux-mêmes qu'ils étaient nuls au début. Ils n'ont pas suivi vraiment de formation musicale. Ils sont pas allés à des écoles de musique. Ils ont improvisé leur propre style. Puis d'autres jeunes se sont joints à leur groupe et ils étaient dans la jeune vingtaine. Alors, on est passé un petit peu vite, tu parlais de 4 membres, mais il y avait un autre membre qui ne fait plus partie du groupe, qui est Dominique Lebeau. Oui, c'est vrai. Oui, qui a dû tourner, je crois, une dizaine d'années avec eux sur les 10 premières années des Cowboys. Alors j'avais un petit peu regardé, donc lui c'était le batteur, je crois, si je ne dis pas de bêtises. Pourquoi j'en parle? Parce que a priori il a quand même écrit quelques chansons vraiment cultes. Il a écrit Léopold, qui est peut-être, je pense, une des rares chansons des Cowboys qui aborde le thème de l'homosexualité. Oui, c'est vrai. Je crois qu'on lui doit cette chanson-là. Et puis Québécois de souche, qui est pour le coup peut-être la plus québécoise du répertoire des Cowboys. Peut-être la plus inaccessible aussi pour les Français que nous sommes, parce que c'est vrai que cette chanson est quand même un condensé d'expressions, de mots et de références culturelles québécoises assez condensées, et c'est aussi pour ça que cette chanson est intéressante, parce que c'est vrai que vraiment si tu veux approfondir et découvrir la culture québécoise, il y a rien que dans cette chanson-là, si tu commences à analyser un petit peu tout ce qui est dit, tous les thèmes, il y a de quoi faire. Québécois de souche, ma loi 101, faut pas que tu y touches. C'est pas que je sais pas bien parler, mais j'suis un colon anglicisé. C'est vrai qu'il faut souligner son apport, et notamment des chansons comme Léopold en 2000, qui est une très belle chanson d'amour homosexuel. C'est vraiment une complainte amoureuse. C'est comme ça que mais j'oserais pas chanter la chanson, mais il y a des très belles paroles. Léopold, si tu savais comme je t'aime, Léopold, avec toi, la vie ne sera plus la même. N'oublie pas mon amour, je t'aimerai pour toujours, Léopold. Oui, Léopold. C'est quand même assez un brin humoristique, second degré, mais quand même avec bienveillance comme chanson. Souvent dans les chansons qui traitent d'homosexualité, on va avoir soit un personnage qui fait son coming out, ou qui va raconter les difficultés qu'il a à vivre son homosexualité, alors que là, pas du tout. Là, c'est juste une chanson d'amour d'un homme pour un homme. Dans cette chanson-là, déjà sur un thème qui était déjà pas forcément très courant, je trouve que la chanson apporte déjà un vent de fraîcheur, et voilà, ça dit rien et ça dit tout. Ouais, et c'était quand même audacieux en 2000 de sortir une telle ode. En plus, la chanson est sortie dans leur album qui a été leur album le plus populaire à l'époque, là, celui en 2000 où ils sont devenus un peu plus connus. Donc, c'est un groupe qui s'est démarqué vraiment par ses thématiques écologistes, anticapitalistes au début. Au début, il parlait beaucoup d'indépendance du Québec, là, qui est un thème Oui. politique récurrent au Québec depuis 50 ans. Mais non seulement c'est pas juste un groupe de gauche anticapitaliste de l'époque, c'est que leur brio, c'était d'allier les chansons coup de gueule de gauche contre le système, mais aussi avec des chansons humoristiques, des chansons sur la misère humaine, sur les pauvres gens. C'était assez brut au début. Là. Disons que si on réécoute le premier album,
c'est peut-être pas leurs plus grandes œuvres. La voix de Carl Tremblay était quand même était de base, comme il s'est beaucoup amélioré à travers les années et lui-même le dit, là, qu'il n'était pas très bon en commençant. Puis ça paraît, tu sais. Donc, à la fin des années 90, c'était les thèmes forts de l'époque. Le Québec s'est presque séparé du Canada en 95. Le mouvement indépendantiste était très fort. Il y a eu toute une désillusion indépendantiste au Québec à la fin des années 90 et au début des années 2000. Un gouvernement de droite est arrivé dans les années 2000. Puis, les Cowboys ont pu faire leur marque de commerce en canalisant cette colère-là de la population, ce côté un peu désillusionné. Si c'est ça le Québec moderne, mais moi je mets mon drapeau en berne et j'emmerde tous les bouffons qui nous gouvernent. Si tu rêves d'avoir un pays, mais moi je te dis que t'es mal parti, t'as bien plus de chances de gagner à la loterie. Pendant 30 ans, la moitié de la population espérait un pays, un renouveau, et là, ouf, ça n'arrivera pas. Ils ont pu se démarquer, mais en évoluant à travers les années, donc ils ne sont pas restés campés dans cette mouvance-là. Ils ont vieilli avec leurs fans, puis se sont bâtis d'autres fans à travers les décennies en explorant de plus en plus les thèmes de la mélancolie, les thèmes de la pauvreté, les histoires d'amour, les histoires humoristiques, mais tout ça de façon positive quand même. En fait, te dénoncer, mais pas Oui, juste complètement. blaser. Je sais pas si vous comprenez. C'est dans les seuls groupes qui ont, je pense que leur maestro, c'est de jongler entre la nostalgie, l'amour, l'amitié, la politique, de pas juste te parler de politique, mais de faire une chanson seulement sur, par exemple, un personnage qui aide les gens pauvres dans la rue. Et là, ça va être une chanson vraiment cool sur cette femme-là, bien inventée, mais eux, ils s'inspirent de vraies personnes. Ou une chanson qui s'appelle Shooter sur une usine qui ferme et là, tu as les ouvriers sur le chômage qui perdent leur job. Et là, les Cowboys, ils se sont fait baimer par la population parce qu'ils parlent vraiment aux gens et concrètement. Donc, on se sent proche d'eux. On s'est toujours ressenti proche d'eux. Il faut dire aussi que le groupe communique beaucoup aussi avec ses fans. C'est pas un groupe mystérieux, c'est pas ils sont très accessibles. Il y a on voit sur les réseaux qu'ils partagent beaucoup de choses. Hein. Moi j'ai souvenir par exemple, notamment là pendant le Covid, où on avait des petites vidéos de Carl qui chantait avec sa compagne pour les fans sur internet, depuis chez eux, etc. Donc c'est pas un groupe, il n'y a pas un voile mystérieux, c'est pas des pop stars inaccessibles, intouchables. Donc effectivement, je pense aussi que ça aide aussi et ça joue sur ce côté populaire du groupe. Oui, exactement. Je pense que c'est les plus grandes vedettes de musique au Québec, mais c'est des antistars, en fait. C'est pas comme Céline Dion qui est inaccessible ou les vedettes québécoises de l'époque comme Garou ou autres, puis là, qui font la tête haute et un peu qui deviennent prétentieuses. Eux, pour vous dire, par exemple, quand ils ont lancé un album au milieu des années, il y a 2000, ils se faisaient inviter dans les plus grands shows québécois à la télé. Et ils ont refusé pour aller plutôt à l'émission des Quilles, au bowling, aller à l'émission de la 5e chaîne la plus populaire, un peu nichée, puis ils sont allés faire leur entrevue là en se disant, nous, on est des antistars, on n'a pas besoin d'aller faire la grande tête. Les 4 refusent, comme Carl Tremblay, à ma connaissance, n'a jamais fait d'entrevue seule, de grands portraits, etc. Toujours avec le reste du groupe. On est comme les autres, ou des fois dans des shows, c'est ça. C'est des gens qui sont vraiment proches de leurs fans, puis ça a été leur grande marque de commerce. C'est pas si fréquent en musique, là, à ma connaissance, les plus grands groupes américains ou les plus grands artistes français reste rarement très, très humble. Pour compléter un peu le topo des Cowboys fringants, c'est tout un... ils se démarquent, moi je trouve, par leurs chansons aussi humoristiques, ce qu'on appelle au Québec des chansons de party. Ils ont bien réussi à
à incarner l'âme festive des Québécois en se disant on n'est pas juste là pour chialer puis dire que tout va mal. Non, on est plein d'espoir, on aime faire la fête et ils ont sorti des chansons déjantées, humoristiques à côté. Dans les karaokés au Québec, par exemple, la chanson culte, c'est le Chac à Hectare, qui est l'histoire de 4 Québécois qui s'en vont dans un bois et qui font que boire toute la fin de semaine. Et là, il y a un évadé de prison qui vient boire avec eux, qui vole tous leurs véhicules, qui vole toutes leurs choses, mais qui leur laisse une caisse de bière. Puis là, ils se mettent à boire. Là, c'est une chanson de boisson. Donc, les Cowboys, c'est un peu ça. Une chanson qui va critiquer le capitalisme, une autre sur la nostalgie du temps qui passe et voir les enfants grandir, et une autre, une chanson de boisson dans le bois. C'est un peu ça, le Cowboy, c'est de ratisser très, très large. Et ça leur a réussi parce qu'ils se sont trouvés des fans de toutes les générations et de tous les styles. Il n'y a aucun groupe au Québec qui fait autant l'unanimité que les Cowboys fringants. Moi, j'ai jamais entendu personne dire « Ah, les Cowboys, moi, je les aime vraiment pas. » Non. Ça montre l'ouverture des Cowboys fringants qui ont toujours embrassé les causes sociales de l'époque. Ben, c'est rare en chanson, je trouve, que les artistes se mouillent en parlant des vrais gens, je mets vrais gens entre guillemets, mais des gens qui sont démunis, des gens qui vivent dans la rue, des gens qui ont de la misère à payer leur loyer. Il y a des chansons très, très dures, là. Une, par exemple, où comment on va passer l'hiver. Dans la chanson, les gens se demandent comment ils vont se chauffer durant l'hiver québécois. Ils sont dans la pauvreté, j'ai besoin d'aide, etc. C'est fini le temps des brioches, on mange de la misère pour souper. Faut que je fasse poser mes pneus d'hiver sur mon bazou couvert de rouille. Avec le gaz qui est toujours plus cher, ils savent qu'ils nous tiennent par les couilles. C'est fait sans faire des martyrs, mais juste humainement. Donc, c'était un peu ça, les Cowboys. Puis, à ma connaissance, c'est rare les artistes qui peuvent ratisser aussi large et qui parlent de l'humain avec un grand H. Au fond, en parlant de petites histoires, on parle de l'homme en général, ce qui fait le côté universel des Cowboys fringants, parce que même si c'est très québécois ce qui est chanté, puis ce qui peut même qui peut sembler être inaccessible pour les Français côté parole, ben ça devient des thèmes universels. Est-ce que je me trompe dans mon analyse? Non, je suis d'accord avec toi. Ipsala, je pense que de ce que tu as découvert, tu dois être à peu près d'accord sur ce qui va être dit. Oui, alors je vais peut-être parler de mon... en tout cas de ce que j'ai découvert, de ce groupe que je ne connaissais pas, voilà. Faut voir un truc, c'est que quand on ne connaît pas un groupe, bien souvent on se fait une image un peu préconçue. Il y a ce qu'on voit et ce qu'on connaît réellement. Moi, je connaissais pas tellement l'univers des Cowboys fringants. Moi, j'avais un peu si tu veux, le même rapport quand il y a plus de 10 ans, j'ai découvert les Foo Fighters, tu vois. C'est un groupe que je connaissais pas, dont je connaissais le nom, et je me faisais un petit peu une idée d'un point de vue musical de ce que ça pouvait être. C'est pas du tout ce à quoi je m'attendais, et c'est venu... Ah oui. Ouais. Et donc, c'est venu me cueillir un peu sur... là-dessus. Je trouve ça très cool, hein, je trouve. Et du coup, ça me permet de découvrir vraiment tout cet univers, alors qui est très riche musicalement. C'est ça que je trouve assez fort, c'est-à-dire qu'il garde une cohérence musicale avec un côté très rock, folk, country. Qui est hérité vraiment de la musique américaine, états-unienne, campagnarde, et en même temps, voilà, l'aspect vraiment un peu folk, un peu et rock, voilà, typiquement. Ce qui est intéressant, c'est le texte. Les textes, voilà, tu fais... En France, on fait assez peu de rock à texte. Tu vois, c'est-à-dire qu'on avait Noir Désir à l'époque, mais on a assez peu de groupes comme ça en fait. C'est vrai. C'est des groupes qui font à la fois du rock et du texte, oui. Parce que le rock c'est plutôt une party music, tu vois.
Et moi j'ai retrouvé un petit peu de Renaud, tu vois, par oui. exemple, et j'ai aussi bien retrouvé du Dropkick Murphys, qui est du coup un groupe américain de Boston, dans le Massachusetts, qui eux sont plutôt ont un rock un peu folk inspiré de l'Irlande, avec un petit côté punk. Et j'ai aussi retrouvé, par exemple, dans Plus Rien, du Mickey 3D. Oui. Tu vois. Ah bah oui. Approche-toi petit, écoute-moi gamin. Je vais te raconter l'histoire de l'être humain. Au début y avait rien, au début c'était bien. La nature avançait, y avait pas de chemin. Puis l'homme a débarqué avec ses gros souliers. Des coups de pied dans la gueule pour se faire respecter. Des routes à sens unique qu'il s'est mis à tracer. On m'a décrit jadis quand j'étais un enfant ce qu'avait l'air le monde il y a très très longtemps, quand vivaient les parents de mon arrière-grand-père et qu'il tombait encore de la neige en hiver. En ces temps on vivait au rythme des saisons. Et tout ça en fait c'est des trucs qui sont, enfin si tu les prends séparément, assez différents. Et pourtant tu réussis à mettre tout ça dans un groupe. Et donc tu réussis à faire un mélange assez bien équilibré, je trouve ça très cool. C'est vrai, oui. Moi qui suis assez, j'ai envie de te dire encore une fois, étranger à l'univers de ce groupe, hein, je connais pas et c'est pas forcément, on va dire, la musique que j'écouterais de manière générale. Et ben malgré tout, je retrouve ces différents éléments de groupes que j'aime, hein, d'artistes que j'aime, que je respecte, qui pour certains ont bercé en partie mon enfance, hein, comme Renaud. Dans Sous-Sol, comme je disais lors de la préparation de l'émission, je retrouve du Manu de Renaud, tu vois. Ça fait 2 mois que tu crashes dans mon sous-sol. Tu te laisses traîner, que tu chill en camisole. Pogne tes guédés, trouve-toi un appart. J'suis même prêt à endosser le bail, parce que là, ma blonde, elle veut vraiment que tu t'en ailles. Déconne pas Manu, va pas te tailler les veines. Une gonzesse de perdu, c'est les copains qui reviennent. Elle déconne pas Manu, ça sert à rien la haine. Une gonzesse de perdu, c'est les copains qui reviennent. Elle déconne pas Manu. Et qui s'adresse alors dans Manu, Renaud se parlait à lui-même. Bon, c'est un peu particulier, mais il parle comme s'il parlait à un pote, tu vois. Et c'est ce truc du faudrait que tu te reprennes en main. Il y a un aspect tout en gardant un côté bienveillant. Alors vraiment, je trouve ça intéressant. Tu parlais tout à l'heure, Louis, de ces artistes québécois qui sont exportés et qui ont tout fait pour s'exporter, comme Garou, Céline Dion. Récemment, on a entendu parler de Natacha Saint-Pierre, pas forcément pour des bonnes raisons, mais en typique québécois. Mon époque, j'avais entendu du Linda Lemay et c'est quelque chose de pour le coup, Linda Lemay, c'était la première fois que j'entendais vraiment quelqu'un chanter avec l'accent québécois. Mine de rien, en France, la chanson francophone est très centrée autour de la France et de l'accent français. Oui, c'est vrai. Et donc forcément, les Garou, les Céline Dion, les Natacha Saint-Pierre et tout ça, c'est des gens qui chantent avec un accent généralement plutôt français, tu vois, francisé. Oui, exactement. Puis on a l'impression du Québec qu'ils ont changé un peu leur personnalité et leur voix en s'exportant en France, alors que les Cowboys, eux, n'ont jamais même songé militer pour s'exporter, prendre un peu l'accent international. Mais c'est même ça. François Pérusse l'a fait, ça. Ah ouais. C'est vrai, hein. Les 2 minutes du peuple passaient dans les radios françaises, avec la voix francisée. Et ben justement, et je trouve ça vraiment très intéressant, parce que c'est une musique qui est localisée, qui est purement québécoise, et c'est cool. C'est cool d'avoir un groupe qui dit voilà, mon identité francophone, mais américaine, c'est le Québec, c'est ça, c'est chez moi, je viens de là, je suis en même temps. J'aime beaucoup le côté populaire, et voilà, qui disent, nous, c'est d'ici qu'on vient, on porte fièrement notre accent, notre environnement, ce qu'on a connu, notre banlieue de Repentigny, tout ça, je trouve que il y en a pas beaucoup qui ont une telle identité, qui sont capables de marquer les esprits,
et qui sont capables de porter aussi haut et avec fierté cette identité. Et vraiment, je trouve ça très cool. Donc, merci beaucoup pour la découverte. Il y a quelque chose qu'on n'a pas évoqué. Les Cowboys Fringants, déjà, ce nom, c'est quand même un petit peu étrange. On sait pas trop d'où ça sort, mais quelle idée d'avoir appelé le groupe les Cowboys Fringants. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur ce patronyme? C'est vrai, ça. Ben, c'est pas. En entrevue, les artistes disent qu'ils l'ont improvisé en 1 minute. Donc, il n'y a pas tant de choses à dire et qu'ils ont hésité, je pense, entre les Oiseaux Fringants et les Cowboys Fringants. Mais vu que leur style était un peu plus country, ils sont allés avec les Cowboys Fringants. Donc, c'est vraiment pas le fruit d'une très longue réflexion. Peut-être plus autour d'une bière. Comment on s'appelle? On a 19 ans. Les Cowboys Fringants. Donc, et le nom est resté, mais. Fringant qui est, je sais pas pourquoi ils ont choisi ce nom-là, c'est pour montrer peut-être leur côté festif qu'ils ont choisi ça. Alors moi, je sais pas où j'avais lu ça, mais j'ai en tête, je crois qu'ils avaient participé à un concours de country. Et ils étaient emmerdés parce que leur truc c'était pas forcément de la country. Alors ils disent faut qu'on prenne un nom qui sonne américain, donc on va prendre les Cowboys. Et il me semble que c'est sorti un peu. Je pense que t'as raison. Et je crois que c'est ça. Hein. Il me semble que ça vient de là. Et on doit participer à un concours, faut qu'on trouve un truc. On va s'appeler les Cowboys Fringants. Et le truc est resté quoi. C'est c'est ça la genèse du truc un petit peu improbable. Limite, ça pourrait passer. Tu sais, tu traduis le nom en anglais, tu le fous à Nashville, ça passe. Hein. Bah oui. C'est vrai. Alors que dans les faits, c'est pas du tout un groupe de country. non. non, mais c'est drôle. Il y a quelques chansons qui peuvent avoir un peu des sonorités country, mais c'est vrai qu'à la base, c'est pas un groupe de country. Mais ouais, non, mais alors, c'est drôle parce que tu vois, dans le clip de L'Amérique pleure, c'est un mec totalement fringué, cowboy, danseur, etc. C'est le bar typique américain, c'est les gens qui font de la danse, alors je crois que c'est du Lindy Hop. Enfin, voilà, là pour le coup, exactement. tu retrouves totalement l'identité cowboy. Après, cette chanson-là est vraiment, arrive très tard aussi dans la carrière du groupe. C'est vraiment une chanson qui a marqué le Québec en 2019, puis qui est devenue une chanson fédératrice durant la COVID en 2020, une chanson très très dure en même temps, puis assez sur la situation de l'Amérique. C'est un peu le portrait du pessimisme nord-américain en ce moment, sur l'histoire d'un camionneur qui se demande pourquoi il travaille à se promener en Amérique, qui voit pas sa famille, qui voit les dérives de la consommation. C'est une chanson extrêmement bien écrite et interprétée avec une grande force. C'est extrêmement bien par Carl Tremblay. Là. C'est vraiment une chanson qui a soufflé tous ceux qui n'étaient même pas fans des Cowboys Fringants au Québec. Là. Je vous encourage tous à l'écouter. Puis chanter vraiment à la québécoise, mais quand même, peut être qui évoque des termes qui vont interpeller les Français aussi également. Il y a par exemple, ils chantent on a tué la chaleur humaine avec le service à la chaîne. À la télé, un autre malade vient de déclencher une fusillade. Donc, ça peut sembler pessimiste, mais les Cowboys ils arrivent quand même à mettre un peu d'espoir dans leurs chansons. Un autre truck stop d'autoroute, pogné pour manger de la chenoute. C'est vrai que dans la soupe du jour, y a plus tellement d'amour, yeah. On a tué la chaleur humaine avec le service à la chaîne. À la télé, un autre malade vient déclencher une fusillade. La question que je me pose tout le temps, mais comment font ces pauvres gens pour traverser tout le cours d'une vie sans amour? Plus tard, dans les 10 dernières années, les Cowboys se sont vraiment démarqués par des chansons extrêmement poignantes. Là. On peut penser à Sur mon épaule, notamment Ici-bas, des chansons sur le deuil qui sont extrêmement frappantes, surtout que quand certaines étaient chantées par un Carl Tremblay qui combattait le cancer. Donc, ça, c'est des chansons universelles qui ont vraiment
qui frappaient fort, là, qui sont émouvantes. Puis on était très loin du groupe d'il y a 25 ans à dénoncer le capitalisme. C'était vraiment dans un autre univers là, une fois atteint la maturité comme groupe, oui, ils ont continué à faire de l'humour et autres, puis à faire des chansons engagées, mais aussi des chansons profondément humaines qui vont traverser, à mon avis, les époques, là. Comme on écoute du Brel Ouais. 50 ans plus tard sur des thèmes universels ou du Brassens. Moi, je pense que les Cowboys, dans la psyché québécoise, puis dans la chanson francophone, va devenir ce symbole-là représentative d'une époque. Voilà. Alors, ce qui est intéressant, c'est que c'est vrai que le groupe a toujours défendu son identité québécoise, et pour rebondir sur ce que disait Uppsala, c'est vrai que voilà, ils n'ont pas changé pour plaire à l'international. Les Cowboys, on les aime pour ce qu'ils sont, et on les aime pas pour ce qu'ils sont devenus pour nous plaire. Ça, c'est important. Par contre, et c'est vrai, par exemple, tu parlais de l'Amérique pleure, vous avez quand même aussi, vous, cette double culture qu'on n'a pas forcément chez nous. Bon, alors forcément un petit peu, parce qu'on est aussi abreuvé de culture américaine, de séries télé, etc. Mais on va dire que c'est encore plus prégnant au Québec, cette double culture. Et tout en défendant l'identité québécoise, il y a aussi dans leurs chansons un peu cette double culture. Il y a énormément de mots anglais, par exemple, expressions anglaises. Moi, quand j'ai découvert les Cowboys, il y avait plein de mots anglais que je ne connaissais pas, par exemple, et que j'ai appris dans les chansons des Cowboys. Et c'est intéressant aussi, je trouve, d'arriver aussi à intégrer tout. On est ce qu'on aime, mais on ne rejette pas non plus l'autre. Et voilà, la culture québécoise, c'est cette double casquette. Certes, on défend la langue française, mais on est bien obligé et on est bien conscient aussi que l'anglais est omniprésent partout. Je suis allé 2 fois au Québec, une première fois en 2001 ou 2002, un truc comme ça, et je suis retourné en 2019, et c'est vrai que quand tu y vas, et que avec ton background de français, qui a jamais mis les pieds avant en Amérique, enfin en tout cas de ce côté de l'Atlantique, ça te fait une drôle d'impression. Moi à cette époque-là, je vivais encore à Grenoble. Et c'est vrai qu'il y avait ça m'a fait un décalage absolument monstrueux. Je découvrais vraiment la vie telle quelle, tu vois, genre des routes 2x4 voies en pleine ville. C'est des choses, mais enfin c'est tout bête. Mais t'as un décalage entre ce que t'as vu toute ta vie, ce dans quoi t'as grandi, et d'un coup l'aspect très américain, les trucks, la bouffe, la sonorité, enfin l'environnement urbain, c'est totalement autre chose. Tu parles de double culture. Moi, à l'époque, la manière dont je l'avais identifié et qui m'est un peu revenu quand j'ai suis retourné en 2019, c'est de l'Amérique à la française. Et c'est ça. Je pense que c'est bien dit, oui. Oui, puis vous n'êtes pas les seuls. Il y a nombre de Français qui arrivent à Montréal en croyant que c'est un petit Paris, mais c'est le choc parce que c'est pas Paris, c'est plus un Boston à la française, tu sais, où on parle français, puis même dans les rapports avec les gens, comment la drague, notamment, il y en a qui disent, ben mon Dieu, ça marche pas comme ça, c'est la drague à l'américaine, ici, c'est pas la drague à la française. Les relations d'amitié pour les boulots, la hiérarchie et tout ça. Donc, c'est vraiment différent. Puis ça s'incarne dans les chansons aussi, ce qui nous interpelle comme peuple au Québec et les enjeux nord-américains qui sont incarnés dans les chansons. Mais Le gars de la compagnie, par exemple, effectivement. oui, c'est ça. Puis pour rebondir sur la question de la langue dans les chansons, ce que les Cowboys font très bien, c'est de parler comme les Québécois. En fait, ils n'ont pas pris un français totalement international, neutre, en essayant de n'utiliser que des mots qui sont bien articulés, etc. Donc, ils vont parler comme les gens parlent à l'époque ou en reprenant des mots. Il y a beaucoup d'anglicismes utilisés au Québec depuis des décennies, puis ils les ont intégrés dans les chansons sans gêne. Ce qui m'étonne, moi, ça me fascine que les Cowboys soient populaires en France quand même, et le succès des Cowboys, parce que je me dis que pour un Français qui n'a pas de contact avec la culture québécoise, ça doit être difficile de comprendre certains thèmes,
certaines phrases et même des chansons au complet doivent échapper à ces fans-là. Écoute, c'est bien que tu disais ça, parce qu'on va faire le lien avec ce que je voulais dire ensuite, parce que je voulais vous parler un petit peu, moi, de la découverte que j'ai eue de ce groupe-là, et pourquoi je suis tombé amoureux de ce groupe-là, et par ricochet du Québec aussi, même si moi, je n'y ai jamais mis les pieds, mais je ne désespère pas un jour. Moi, je me rappelle, je pense que j'ai découvert ce groupe à peu près dans les mêmes années où j'ai fait ta connaissance, Louis, c'est à peu près dans les années 2000, et je pense que le groupe venait de sortir effectivement l'album, un de ses albums les plus populaires, Break Syndical, si je ne dis pas de bêtises, dans ces années-là. Et moi qui suis justement un très grand fan de Renaud, et Uppsala, tu l'as dit tout à l'heure, on retrouve beaucoup de similitudes dans les deux parcours musicaux. Voilà, on m'avait dit, écoute, tu aimes Renaud, forcément tu vas aimer les Cowboys, il faut que tu écoutes ça, etc. Donc voilà, j'avais des amis qui écoutaient déjà les Cowboys que je ne connaissais absolument pas, j'ai écouté 2-3 chansons et j'ai pris une grosse claque en fait. Et là, effectivement, pour moi, c'était les Renaud du Québec, tout simplement. Hein, je ne peux pas dire autre chose. Et alors toi, tu faisais le lien sur 2-3 chansons, mais pour moi, il y a vraiment des similitudes. Alors je sais pas si les Cowboys se sont inspirés de Renaud pour certaines de leurs chansons. Je peux le penser, en tout cas. Et si c'est pas fait exprès, il y a forcément des influences, à mon avis. Et c'est vrai que j'ai pris cette claque musicale-là, et depuis, j'ai pas lâché le groupe. Ça fait une vingtaine d'années que j'écoute le groupe. Et alors moi, il faut savoir que j'ai un truc, c'est que quand j'écoute de la musique, il faut que je comprenne les textes. C'est pour ça que je suis assez réfractaire à tout ce qui est musique anglo-saxonne. Alors pas par snobisme, hein, mais c'est parce que mon anglais n'est pas forcément suffisamment affûté pour que je puisse comprendre toute la subtilité de ce que j'écoute, et c'est vrai que j'ai un petit peu de mal avec ça. Et les Cowboys, pour moi, c'était l'occasion de voyager et de découvrir une autre culture à peu de frais, dans le sens où effectivement on n'avait pas cette barrière de la langue, même si effectivement il y a l'accent, il y a des mots, il y a des choses que je ne comprenais pas, mais que j'étais en mesure de comprendre, d'autant plus que j'étais en lien avec plusieurs Québécois à l'époque via Internet. Et du coup, ça a été pour moi aussi un plaisir de me plonger dans cette culture-là, et Louis, tu peux en témoigner, mais c'est vrai que quand j'écoutais les chansons des Cowboys, c'était régulièrement toc toc, oui alors là, il dit ça dans la chanson, ça veut dire quoi? C'est quoi un felkiste? Ah, tu m'expliquais, oui, alors les felkistes, machin, l'indépendance, les gens qui se battaient pour l'indépendance, ok, machin, la loi 101, c'est quoi, voilà, et etc. Et donc j'ai acquis au fur et à mesure cette connaissance de la culture et de la langue québécoise, et ce qui fait que aujourd'hui, alors il y a encore des choses qui m'échappent dans les chansons des Cowboys. De temps en temps, quand ça me prend et que je bute sur une expression, je vais regarder sur internet ce que ça veut dire, ou d'où ça vient, ou j'en discute avec des amis québécois. Et voilà, et donc du coup, voilà, j'ai appris à apprivoiser ce groupe et les thèmes et les chansons. Et puis il y a quand même aussi tout un côté on va dire que je me suis pas formé à l'anglais, je vais pas dire ça, mais j'ai appris beaucoup de choses. Voilà. C'était pas que du divertissement, j'ai appris énormément de choses sur la culture québécoise, sur la culture anglo-saxonne, etc., etc. Donc moi, ça a vraiment été une très belle découverte. Alors on peut donner, en préparant l'émission, là, il y a une petite anecdote qui m'est revenue. On a échangé un petit peu là-dessus. Je me souviens dans la chanson En Berne, hein, qui est une chanson très engagée en faveur de l'indépendance du Québec. Oui. Il y a cette phrase, par exemple, dans la chanson qui dit « Ici, il y a juste les plaques de char qui ont encore un petit peu de mémoire ». Alors, les plaques de char, ok, les plaques d'immatriculation des voitures, mais pourquoi les plaques d'immatriculation ont une mémoire? Ah, Louis, explique-moi s'il te plaît. Parce que sur les plaques d'immatriculation québécoise, il est écrit « Je me souviens » qui est la devise québécoise, mais c'est un peu un running gag parce que même les Québécois savent pas pourquoi c'est « Je me souviens » la devise québécoise. Qui est représentatif, et les Cowboys en parlent souvent dans leurs chansons, qu'on est un peuple en même temps qui se souvient pas de son passé, voilà, donc c'est pour ça que ça peut sembler obscur si on ne le sait pas, mais il suffit de prendre le volant sur les routes du Québec et de voir tous les chars avec « Je me souviens » décrit à l'arrière. Et dans cette contrée peuplée d'ignores, pourquoi on se rappeler de son histoire, et c'est que juste les plaques de char qui ont encore un petit peu de mémoire. Alors, aussitôt que j'ai vu ça,
j'ai tapé mon ami Louis, j'ai c'est bien ton truc là, tu pourrais pas me récupérer une plaque d'immatriculation de voiture là? Et tu m'avais envoyé à l'époque, je l'ai toujours, elle traîne dans ma bibliothèque, la plaque d'immatriculation d'un de tes amis qui avait changé de voiture avec la devise Je me souviens. Voilà, c'est un très beau souvenir. Ouais, non, pardon, je fais une petite aparté, mais pour moi, Je me souviens, c'est une chanson de Ménélique. Donc... Oui, aussi. Oui, j'y ai pensé aussi. J'ai la ref. Il y a quelque chose aussi qu'on n'a pas dit sur la musique des Cowboys. Il y a beaucoup de personnages emblématiques, j'ai envie de dire, de l'univers aussi des Cowboys. Alors, soit des personnages qui reviennent juste pour une chanson, mais qui sont extrêmement, connus dans l'univers des fans parce que c'est des chansons un petit peu emblématiques. Je pense par exemple à la chanson Marcel Galarno, des personnages comme ça, ou le Chaka Hector, effectivement, aussi, qui en parlait tout à l'heure. Et puis, il y a des personnages aussi, et ça, pour le coup, j'ai pas trouvé énormément d'exemples dans la chanson française, ça doit exister, mais il y a des personnages qui reviennent tout au long des albums des Cowboys. Pas forcément, ça va pas forcément être le personnage principal de l'histoire, ça peut être au détour d'une phrase, où on va suivre aussi les évolutions, les pérégrinations de ces personnages-là. Je pense par exemple au personnage de Gina Pinard, qui est peut-être le plus emblématique de cet univers. Puis il me semble que Gina Pinard, elle, était mariée avec JP Labrosse, un camionneur. Donc souvent, ça c'est dans leurs chansons plus humoristiques qu'ils vont inventer là, une flopée de personnages saugrenus. Puis là, ils vont faire toute une chanson sur ces gens-là. Encore là, je trouve que c'est assez rare. Ça prend de l'audace, je pense, de créer des personnages dans les chansons. Parce que ça peut sembler être un peu ridicule, mais je trouve que c'est leur truc et c'est leur brio pour se rendre proche des gens, d'incarner. On trouve une vraie personne. Roland Labrosse, et là, Roland Labrosse, lui, il part se saouler avec ses chums, puis là, ils font toute une chanson avec ça. Il n'y a pas vraiment de Roland Labrosse, mais... Gina, elle m'a accompagné pendant tout le temps où j'ai suivi les Cowboys. Hein. C'est vrai que voilà, c'est une femme qui convole dans Mon Homme, et c'est toujours rigolo de la retrouver, même au détour d'une petite phrase, à la fin d'une chanson, et hop, on suit les aventures de Gina tout au long de la carrière des Cowboys. C'est un petit peu comme... c'est presque de la bande dessinée, quoi. C'est même plus que de la chanson. On suit les aventures des personnages. On est content de les retrouver d'une chanson à l'autre, et ça rajoute encore ce petit cachet un petit peu unique. Il paraît que Gina est revenue des États avec un chaud lapin à l'accent acadien qu'elle avions rencontré dans un relais routier pas vraiment catholique près du Nouveau-Brunswick qui s'appelait Henri Charles. Celle-là, je crois que tu voulais nous parler de... tu l'as déjà un petit peu parlé tout à l'heure, mais de ce à quoi t'ont fait penser les Cowboys en équivalent un petit peu de ce qu'on avait par chez nous. Oui. Alors effectivement, donc tout à l'heure on parlait un petit peu de Renaud. Enfin, ça me semble être effectivement en tout cas un cheminement logique. Alors musicalement parlant, j'ai retrouvé différentes influences. On parle beaucoup des Fatal Picard aussi, qui sont assez oui, clairement, assez proches. À ne pas confondre avec Fatal Bazooka comme moi. Aïe. Mais tu vois, je sais pas ce qui me surprend le plus, c'est que tu es confondu ou que tu connaisses Fatal Bazooka. Oui, c'est vrai. C'est un running gag avec mes amis. Il y a la chanson Fout ta cagoule depuis des années. C'est un verre d'oreille ici. Aïe. J'aurais préféré ne pas savoir cette anecdote. Ouais, effectivement. Ouais, donc les Fatal Picard pour le côté vraiment musical, un peu entre punk, entre un peu folk, et des textes très de gauche, tout en étant parfois un peu humoristique et tout ça. Donc on retrouve pas mal de similitudes par rapport à ce que tu disais tout à l'heure, Louis. J'ai retrouvé aussi un petit peu quelque part des Innocents. Alors là, tu m'intéresses parce que, écoute, je pense que les Innocents sont, avec les Cowboys, mon groupe préféré. Alors par contre, j'aurais bien savoir où tu as vu des Innocents dans les Cowboys. Tu vois, j'ai retrouvé un peu dans, par exemple, des morceaux comme Color, tu vois.
Ok. Color, Le Monde, tout ça, il y a il y a une similitude musicale avec un peu d'accordéon, Oui, c'est vrai. parfois de la guitare sèche, des choses comme ça. Et effectivement, du coup, si c'est un de tes groupes préférés, c'est vraiment pas étonnant, selon moi, parce que voilà, c'est vraiment de la chanson française avec un côté, ouais, j'ai envie de dire un peu folk. Donc ça c'est logique. J'ai retrouvé un petit peu de Benabar aussi sur certains aspects. Oui. J'ai pensé notamment au Dîner, tu vois, ce fameux morceau du Dîner. Je Oui. me suis dit ça, il y a une petite Ou l'effet papillon. ou l'effet papillon, qui est aussi un morceau très sympa. Et puis ouais, c'est déjà. Ce qui est drôle, c'est que en fait, tu piocheras toujours des choses à droite à gauche, mais tu pourras jamais totalement faire un parallèle. Ah bah ils sont uniques. Ah après, à Renault quand même. Hein, enfin, pour moi, je fais quand même un gros parallèle. Pour moi, il y avait quand même. C'est des cousins, quoi. Ouais, voilà, c'est plus des cousins que. Je veux dire, j'aurais mal vu, par exemple, oui, c'est sûr. Renaud faire un morceau comme Marine Marchande. Moi, ça se défend, hein. Mais moi, je trouve que Renault a moins le côté déjanté que les Cowboys et Carl Tremblay peuvent avoir. Moi, je trouve. Alors oui, bah, il est tout seul. Je le verrais pas chanter Camping Sainte-Germaine, par exemple, qui est une chanson complètement déjantée sur des folies dans un camping québécois. Donc, Ouais, puis moi, le côté folk aussi. Oui. Non, mais par contre, tu vois, on pouvait rapprocher ça, par exemple, des Garçons Bouchés. Oui. Pour le côté un peu folk, polka. D'ailleurs, RIP François Hadji Lazzaro, qu'on a perdu il y a quelques temps. Mais c'est jamais totalement pareil. Tu vois, t'as des groupes qui sont parfois limite interchangeables. T'écoutes un, t'écoutes l'autre, ça revient un peu au même. Ah bah oui, complètement. Je pense comme ça à des groupes dans le style du métal, etc. Voilà, où t'en écoutes un, t'en écoutes deux, c'est un peu pareil. Mais là, justement, malgré les rapprochements, les Cowboys sont uniques. Et c'est ça qui est cool. C'est rigolo que tu aies cité les Innocents en parlant de Color, parce que Color, c'est peut-être la seule chanson des Innocents qui est semi-engagée sur quelque chose, qui est une ode à la paix. Les Innocents sont absolument pas un groupe engagé. Enfin, il y a très peu de chansons qui touchent. C'est plutôt de la belle chanson et de la chanson à texte. Par contre, effectivement, pour moi, tu as cité les deux artistes, on va dire, dont le mixte parfait serait les Cowboys, c'est effectivement les Fatal Picard et Renaud. Et moi j'insiste, et je vais arrêter avec ça après, mais avec Renaud, pour moi il y a des chansons, c'est des copier-coller. On parlait de l'Amérique pleure, savoir que donc l'Amérique pleure, c'est l'histoire d'un camionneur qui vit, qui voit par son rétroviseur ce qu'il vit dans son camion, dans les pays où il passe, etc. Renaud a quasiment chanté, alors pas la même chose, mais une chanson qui est pas très connue, parce que c'est une chanson qui est pas forcément sur un de ses albums, qui s'appelait Le Camionneur Rêveur, par exemple. C'est pareil, c'était l'histoire d'un conducteur dans son camion qui racontait ce qu'il voyait sur les routes. Il y a énormément de parallèles, je pourrais développer ça pendant des heures, mais on va pas le faire ici, ce serait un petit peu long. Mais bon, après voilà, la seule différence, c'est que Renaud, il est tout seul sur scène, il a ses musiciens, mais il n'y a pas ce côté un peu foufou, un peu déjanté, encore que dans les jeunes années, il y avait quand même des chansons qui bougeaient pas mal, et le Camping Sainte-Germaine, je pourrais te retrouver des équivalents de chansons un petit peu décalé, avec sur des thèmes un peu approchants. Je ne trouverai pas la même chose, mais on arrivera quand même à rapprocher les deux groupes. Et c'est ça aussi, effectivement, qui m'a plu. Ouais, mais on est proche, mais il y a quand même, je trouve, un aspect très country et folk américain. Ah bah oui, ça, on est d'accord. Que tu retrouveras jamais chez Renaud. Quand bien même... On est d'accord. On est d'accord. J'étais plus sur les thématiques. Ce qui est intéressant aussi, c'est que même au Québec, il y a très très peu d'artistes similaires aux Cowboys. Même, il y a depuis 20 ans, il y a presque plus de groupes. Puis je pense que c'est un phénomène occidental qu'en chanson, les groupes sont en train de presque disparaître, ou du moins, c'est vraiment plus aussi fort que dans les années 90. C'est même la chanson engagée depuis 10-15 ans. C'est pas in du tout, ou quand c'est fait, c'est très maladroit, du moins au Québec.
c'est très dur de chanter la chanson engagée de façon crédible, avec des bons textes notamment. Puis au Québec, c'est les Cowboys sont un peu les successeurs des Colocs, là, qui est un groupe culte des années 90 québécois. Pour la triste histoire, en fait, c'était le groupe le plus populaire avant les Cowboys, et le chanteur s'est fait littéralement harakiri. Un suicide qui avait traumatisé le Québec à sa mort. C'était l'artiste le plus célèbre au Québec, et là, il se fait harakiri carrément. Ça avait choqué les fans, mais les colocs, je vous encourage à les découvrir. Ça sonne très, très années il y a 90, mais il était très fort aussi, les colocs, pour parler de thèmes communs à la population, de parler de pauvreté, de chômage. À l'époque, c'était très fort dans les années 90, et les colocs parlaient de, par exemple, un centre commercial qui va détruire le village, des thèmes, etc. L'autre jour j'ai amené ma bien-aimée pour y montrer où c'est que j'étais né. Aussitôt arrivé, me v'là en beau cheval vert. Ça avait l'air de Val-Jalbert. Quand j'y retourne, ça me fait mal. Il est tombé une bombe sur la rue principale depuis qu'ils ont construit le centre d'achat. Et les Cowboys sont un peu les successeurs, se sont peut-être inspirés au début des colocs, mais après se sont éloignés de cet héritage-là. Mais depuis, il n'y a pas d'autres équivalents au Québec, pas d'autres groupes similaires. Puis c'est ça qui fait une grande partie du deuil québécois. Je pourrais y revenir plus tard dans notre conversation, là, mais je trouve qu'il y a plus d'artistes français qui ressemblent aux Cowboys que de Québécois même. C'est marrant parce que tu parlais de différents artistes, textes, engagés, etc. On n'a plus trop ça, enfin, je veux dire, je pense que ça existe encore, mais on n'en entend plus autant parler qu'à une époque où ils étaient vraiment très, très populaires. Et il y a un chanteur qui me revient, c'est Jean Ferrat. Waouh, c'est vieux. Ouais, c'est vieux, ouais, c'est les années 60 en France. Et typiquement, pour le coup, on était sur de la chanson populaire, engagée et écoutée un peu partout. Et voilà, vraiment du texte et tout. Et c'est vrai que maintenant que j'y pense, je trouve qu'il y a aussi un peu des parallèles à faire là-dessus. J'irai peut-être pas jusqu'à Brassens, mais quand même un peu de Jean Ferrat, quoi. Bon, après, on a encore des chanteurs engagés en France. Il y a la relève est là. Hein. Enfin, je pense par exemple à Gauvin Serre, qui était un peu le poulain de Renaud, justement. D'ailleurs qui était aussi très peiné au décès de Karl. Donc non, moi je suis pas inquiet, je pense qu'il y a de quoi faire avec la relève, en tout cas en France, pas de souci. Alors je voulais, moi, si vous le permettez, vous parler quand même, parce qu'on parle des cowboys, on a parlé de chansons, on a parlé des albums, mais il y a une variante dont on n'a pas parlé, c'est la scène, et je pense que c'est difficile de parler des cowboys sans parler de la scène et des concerts, parce que pour moi c'est des vraies bêtes de scène. Ils ont énormément tourné au Québec et à l'international, notamment dans les pays francophones, donc en Belgique, en Suisse, en France. Ils sont venus plusieurs fois en France, et moi je les ai vus une seule fois, et je voulais vous raconter un petit peu cette aventure, parce que ça a été une véritable aventure. Le groupe donc est venu plusieurs fois, mais à l'époque, ils s'étaient pas passés près de chez moi, donc j'avais pas été les voir sur les précédentes tournées. Et il y a quelques temps, il y a des dates qui ont popé, et j'ai tout de suite pris ma place pour la date, un an avant la date du concert, et il est arrivé quelque chose qu'on n'avait pas prévu et qui a un petit peu mis tout le monde à l'arrêt, c'est la Covid. La date de concert tombait pile poil en plein milieu du confinement, donc la date a été annulée, j'ai repris des billets pour un autre endroit, ça a été compliqué, la date a été redécalée 3 fois, enfin en gros entre la première fois où j'ai acheté la place et la date de concert effective, c'est passé 3 ans. Pour vous dire que l'attente a été longue, c'était un petit peu le running gag, à savoir si j'allais enfin arriver à aller voir ce groupe ou pas. Donc je me suis préparé pour aller voir ce concert avec ma compagne, qui n'était pas du tout fan à la base des Cowboys, qui ne connaissait pas du tout. Je me suis œuvré en guise de préparation à lui faire découvrir le catalogue des Cowboys. Donc chaque fois qu'on était en trajet en voiture, je passais les chansons, les enfants étaient avec nous dans la voiture,
Ça leur a plu aussi, on chantait tous dans la voiture. Alors ça c'est pareil, c'est un truc les cowboys. Moi je ne peux pas écouter les cowboys sans chanter, je sais pas vous, mais C'est vrai, ça. moi je vais écouter 3 couplets et au bout du 3e je sais pas, non, bah, c'est là je suis reparti, je chante dans la bagnole. Et donc madame au fur et à mesure est devenue fan et elle m'a dit bon ok, je t'accompagne. Et j'ai dit écoute je te préviens, moi le seul truc c'est que je veux pas arriver 10 minutes avant le concert parce que je veux être devant, je veux avoir la meilleure place, voilà. Donc on y a été 3 heures avant, on s'est retrouvés devant la salle et on pensait qu'il y aurait des milliers de personnes qui allaient attendre devant la salle. Et on est arrivé, il y avait 20 pelots, je me suis fait un petit peu engueuler, au passage, mais c'est pas grave. Et par contre, ce temps, on a mis à profit, on a énormément sympathisé avec des fans de la première heure qui étaient là aussi depuis quelques heures. Et j'en profite, je passe un petit coucou à Fanny et à son conjoint avec qui on avait sympathisé devant le concert. Et c'était très rigolo parce qu'elle était une habituée des concerts et m'expliquait un petit peu en amont ce que j'allais découvrir. Elle me dit, est-ce que t'as emmené tes avions en papier ? Bah, je dis non, pourquoi tu veux que j'amène des avions en papier ? Elle m'a dit, bah parce que sur la chanson des étoiles filantes, il y a cette phrase, quand les avions en papier ne volent plus au vent, et à ce moment-là, c'est un signal, on balance tous les avions en papier pendant le concert. Ah bah j'ai merde, je suis emmerdé, j'ai pas emmené mes avions en papier. Hop, nous voilà en train de déchirer des trucs qu'on a dans le sac pour faire des avions en papier, bon bref, pareil. Alors je sais pas d'ailleurs cette histoire d'avion en papier, est-ce que c'est pareil au Québec ou est-ce que c'est un truc typiquement français ? Ça m'intrigue. Je l'ai jamais vu au Québec, donc c'est peut-être typiquement français. Je sais pas. Parce que justement, Fanny avait l'air de me dire que c'était quelque chose qu'on voyait qu'en France, cette histoire d'avion en papier. Donc d'accord, tu vois, tu me confirmes. Qu'effectivement, le moment est venu et on a vu des dizaines et des dizaines d'avions en papier voler dans toute la salle. C'était très touchant. Et alors première surprise, quand le groupe part en tournée, notamment en France, le groupe ne vient pas forcément au complet. Jérôme Duprat, par exemple, habituellement ne vient pas faire les tournées, et là, à sa grande surprise, il était là, donc elle était super contente. Ah, il y a Jérôme, c'est super, je l'avais jamais vu encore en concert, machin, tout. Alors, pourquoi je le dis ? Parce que je reviendrai un petit peu plus tard sur ce point de détail. Bref, le concert se passe, et ça a été vraiment extraordinaire. Extraordinaire, vraiment des bêtes de scène, le décor sympa, on a eu le droit à toutes les chansons cultes, etc. Et vraiment un Karl... en tout cas, qu'on pensait en grande forme à l'époque, vraiment qui se donnait sur scène comme pas possible. On est passé un petit peu vite sur sa compagne, qui vraiment est une instrumentaliste de génie. C'est fou tout ce qu'elle peut faire avec des instruments, et notamment avec le violon, c'est magnifique. Et donc on a vraiment passé un super moment, tant et si bien qu'à la fin du concert, le couple avec qui on avait sympathisé nous explique que c'est exceptionnel, les cowboys reviennent l'été dans un petit festival, ils en reviennent même pas eux-mêmes que les cowboys puissent avoir été bookés dans un si petit festival, mais c'est ce que tu disais aussi en préambule sur l'accessibilité du groupe et la volonté de rester aussi fidèles à leurs valeurs, c'est que voilà, ils cherchaient pas spécialement à être bookés, peut-être à chercher les plus gros cachets, etc. Et donc ils avaient été bookés pour ce petit festival. Et madame en rentrant me dit écoute, qu'est-ce qu'on fait ? Moi j'ai envie de retourner les voir. J'écoute banco et le lendemain on rachète les places pour aller les voir l'été. Et patatras, on n'a pas pu aller revoir les Cowboys en concert puisque quelques semaines après avoir acheté donc ces fameuses places, on avait l'annonce de la maladie de Karl. Salut tout le monde, ici Karl des Cowboys. Je suis ici pour vous annoncer qu'on m'a diagnostiqué un cancer de la prostate en janvier 2020. J'ai commencé des traitements de chimiothérapie et dans les prochaines semaines, je vais perdre mes cheveux et ma barbe. Tous les guerriers qui combattent des cancers présentement ont des combats à livrer et je fais partie maintenant de cette famille. Si ma santé le permet, si ma voix le permet, là, elle craque un peu le matin, mais c'est pas grave. J'aimerais continuer à faire des concerts, donc c'est un peu pour vous avertir que c'est possible que pour les prochaines semaines, ce ne soit plus le velu cousin Karl que vous retrouviez sur scène, mais bien le Saitama-san, One Punch Man, au regard de feu, le désir de vous faire passer de magnifiques soirées avec mes comparses et mes collègues troubadours des Cowboys sera toujours au rendez-vous. Évidemment, personne ne connaît l'avenir. La seule chose que l'on sait, c'est qu'on va tous partir un jour, mais qu'en attendant, on est vivant. Si vous avez des gens près de vous que vous connaissez qui vivent le même combat, la même histoire, appelez-les. C'est le temps de vous réconcilier avec votre frère, là, puis votre cousin, puis peu importe. Mais pensez à vous, soyez heureux.
Prenez le temps de profiter de la vie, prenez le temps de profiter des gens que vous aimez. Merci beaucoup. Je suis Carl des Cowboys Fringants et on se revoit bientôt sur scène avec ou sans cheveux. Moi, ça a été quand même un gros choc. On s'y attendait pas. J'ai rarement vu déjà un artiste prendre la parole comme ça sur les réseaux sans filtre pour parler aussi de façon aussi transparente de ces choses-là, avec autant de dignité, avec autant de courage et de force. Et justement, lui, je me demandais déjà comment cette annonce avait été perçue au Québec. Ben, ça avait été le choc, mais je pense que tout le monde avait l'espoir. Bon, il va combattre la maladie, il va guérir, etc. Personne craignait le pire, là. Puis il a été c'est stupéfiant, mais les shows qu'il a fait dans les mois suivants, malgré la maladie, là, j'ai pas eu la chance d'y aller, mais l'été avant sa mort, donc à l'été 2023, il l'a donné le plus grand show et le plus mémorable de sa carrière sur les plaines d'Abraham à Québec devant, je pense, 100 000 personnes. Et il était assis dans le spectacle. Je pense qu'il faisait la chimio à ce moment-là et il a fait une prestation. Les autres membres chantaient avec lui. C'était extrêmement poignant. Au fond, il faisait des chansons sur le deuil et sur la mort. Et là, les gens se sont dit, mon Dieu, mais tu sais, il interprète des chansons sur sa propre mort à venir. Puis tu voyais sa force de caractère et sa résilience exceptionnelle. Ça a vraiment été très, très émouvant, ce spectacle-là. Là. Je suis déçu de ne pas avoir pu y aller, mais néanmoins, même sachant ça, dans les mois suivants, là, ils ont annulé leur spectacle à l'automne 2023 pour se concentrer sur la maladie et sur sa famille. Et là, le choc et la stupeur en novembre 23, en pleine grisaille de novembre, bang, Carl est mort. Ça a été rude. Puis on s'est écrit d'ailleurs ce jour-là. Oui. En fait, moi, je me souviens parfaitement de ce jour-là. Moi, on était dans la chambre avec ma compagne et c'est elle qui m'a dit « Carl est mort ». J'ai dit « Comment ça, Carl est mort ?» Elle m'a dit « Oui, je viens de voir un message sur les réseaux, Carl est mort. Oh !» Et je me suis pris une claque. Et je sais même pas quoi te dire. C'est vrai que pour moi, ça a été un choc. Alors, un choc pour plusieurs raisons. Déjà parce que moi, depuis la France, effectivement, je savais que Carl était malade, mais je savais que le groupe donnait énormément de concerts. Et pour moi, c'était bon signe, entre guillemets. J'avais pas forcément conscience de l'état de dégradation de Carl à ce moment-là, du fait qu'il donnait des concerts en étant assis, etc. Donc pour moi, on va dire que ça allait bien, et c'était plutôt encourageant, et c'était des bonnes nouvelles qu'il continue à se produire, c'est que ça allait bien, que la maladie suivait son cours, mais qu'il était soigné, etc. Et quand j'ai effectivement appris la nouvelle de sa mort, je me suis pris une grosse claque, et on va en parler un petit peu après, mais en fait, c'est un peu comme si j'avais perdu un proche, complètement, en fait. C'est-à-dire que clairement, j'ai plus pleuré pour la mort de Carl que j'ai pu pleurer pour un grand-oncle que je voyais une fois tous les 36 du mois, voilà. Et du coup, avec l'annonce de cette mort, j'ai beaucoup réfléchi, je me suis fait un petit peu refait le fil des événements. C'est vrai que Carl, lorsqu'il a annoncé sa maladie, expliquait qu'il savait qu'il était malade depuis, je crois, 2020 ou quelque chose comme ça. Et en fait, quand je l'ai vu en concert, je pense qu'il savait probablement à ce moment-là que c'était peut-être déjà sa dernière tournée, qu'il ne reviendrait peut-être plus. Et ce qui explique aussi peut-être pourquoi le groupe était au complet, contrairement à d'habitude, sur cette tournée. C'est pour ça que j'insistais aussi sur ce point. Je me rappelle aussi, en préparation, j'avais fait visionner à ma compagne le film L'Amérique pleure. En fait, ils avaient fait sous forme d'un film, ils avaient chanté leur plus grand succès, mais avec une ambiance un petit peu feu de camp, en allant aussi sur les lieux emblématiques pour chanter leurs chansons. Et du coup, je me suis demandé aussi si c'était pas déjà un petit peu... s'il préparait pas un petit peu déjà l'après, et s'il préparait pas un petit peu l'héritage qu'il allait laisser à ses fans. Et voilà, et je me suis dit que jusqu'au bout, en tout cas, il aura fait le plus de concerts qu'il a pu,
Je sais que voilà, il a enregistré un album de chez lui, vraiment sur sa fin de vie. Donc il a quand même vécu sa passion jusqu'au bout et il aura tout donné à ses fans et puis au Québec et à la chanson de tout ce qu'il aura pu jusqu'au bout, quoi, voilà, tout simplement. Dans mon entourage, finalement, les Cowboys Fringants, c'est quand même assez anecdotique, c'est-à-dire qu'à part une poignée d'irréductibles, même si effectivement ils sont très populaires en France et qu'ils remplissent les salles quand ils viennent, si tu parles des Cowboys Fringants à des gens dans la rue, ils vont pas forcément savoir qui c'est. Et du coup, j'ai pas pu non plus moi partager cette peine que j'avais avec des proches qui auraient pu avoir la même. C'est aussi pour ça que je t'ai écrit, parce que je savais que tu ressentirais aussi ce que je ressentais. Mais c'est vrai que j'étais un petit peu frustré par rapport à ça. Et oui, donc j'imagine qu'au Québec, ça a été le très gros choc. Oui, puis c'est une double tragédie parce qu'on sait que son décès signifie un peu la mort du groupe comme on le connaît, puisqu'il était la voix de ce groupe-là. Donc, pour ma génération là, des 30 et quarantenaires, c'est la première perte d'une idole, donc là, le peuple culte de notre génération qui disparaît d'un coup. Puis, en plus, moi, j'ai été surpris par l'ampleur de ce deuil-là, personnel et collectif, parce que Carl Tremblay, c'était l'antistar, tu sais. C'était quelqu'un qui était, on le connaît en fait bien peu, c'est quelqu'un de quand même timide dans les médias, qui n'avait pas la grosse tête, et c'était vraiment comme notre chum de gars, notre copain, notre ami qui était. Et là, de le voir, mon Dieu, mais ce gars-là, père de 2 jeunes filles, qu'on a entendu toute notre vie, qu'on a vu vieillir, grandir avec nous, puis là, bang, de décéder comme ça a été un deuil national là, au Québec. Il y a même eu des funérailles nationales prononcées par le premier ministre. Des milliers de Québécois venaient durant des jours lui rendre hommage dans un amphithéâtre. Ça a été le drapeau en berne du Québec. Et toute la classe politique et sociale qui se sont émus. J'ai rarement vu quelqu'un faire autant de l'unanimité comme artiste. Puis les Cowboys et Carl ont réussi depuis 30 ans à rallier toutes les générations. Donc, c'est pas seulement la mienne qui était émue, mais aussi les plus jeunes, les baby boomers également. Donc, ça a été tout un choc. Puis depuis, moi, j'ai replongé dans l'univers des Cowboys. Peut-être que j'écoutais un petit peu moins ça, etc. Puis là, j'ai replongé dans même un album avec des enfants et tout ça. Des fois, t'es moins à jour en chansons. Et dans l'actualité, j'ai replongé dans certaines chansons qui m'avaient échappé à travers les années. Puis ça m'a fait du bien, mais j'ai encore cette tristesse-là de voir cet homme qui était vraiment une bonne personne disparaître comme ça dans la quarantaine. C'est vraiment une grande injustice. Ça a été vraiment localisé sur le Québec, l'émotion, ou est-ce qu'au niveau même, on va dire, national, il y a eu aussi un petit peu d'écho à cette disparition? Aucune, parce que et les Cowboys le chantent, c'est très québécois, puis les Cowboys ont toujours chanté la spécificité du Québec, et pour certains Français, ça peut être une surprise, mais il y a quand même d'énormes différences entre le Québec et le Canada, donc simplement pour la langue. Et ça, c'est un peu ce qui reste fascinant. Les Cowboys, c'est le plus grand groupe québécois et le plus populaire, mais ils sont archi inconnus au Canada. Enfin, c'est fou, c'est pas surprenant, mais... Donc, sa mort a laissé de froid à peu près tout le reste du pays, parce que c'est un phénomène très québécois et pas du tout canadien. Mais ça, c'est ce qu'on appelle au Québec les deux solitudes, deux peuples en commun, mais avec des destins bien différents et des spécificités qui sont bien différentes. Donc, non, le deuil a été très, très québécois et français. Alors, c'est vrai qu'en France... Alors, dans l'univers de la musique et de ceux qui connaissaient les Cowboys, on a vu énormément, nous, d'artistes rendre hommage à Carl, à sa disparition. Donc, on parlait tout à l'heure, par exemple, de Renaud ou des Fatal Picard. Ce sont des gens, effectivement, qui tout de suite, sur les réseaux
ou lors d'interviews ont tenu à rendre hommage à Karl et à sa disparition, ou Hugo Vincer aussi, dont je parlais tout à l'heure, qui est aussi un petit peu dans la mouvance de Renaud. Et puis voilà, tous les fans, on s'est retrouvés aussi sur les réseaux à échanger un petit peu, mais voilà, ça a été vraiment une grande perte, et ça m'a aussi interrogé sur, et là on va élargir un petit peu le débat, à réfléchir à cette notion de deuil sur finalement une personne qu'on ne connaît pas ou qu'on a rencontré une fois mais avec qui on n'a pas forcément échangé, voilà ce qui était mon cas, puisque voilà, j'ai vu Karl une fois en concert mais on n'a pas discuté ensemble, mais c'est vraiment comme si j'avais perdu un proche, mais un proche très proche, et c'est vrai que je me suis beaucoup questionné sur est-ce que c'est normal, qu'est-ce qui se passe. Puis en y réfléchissant, déjà, j'ai trouvé, moi, quelques clés, hein, c'est-à-dire que moi, ça fait 20 ans que j'écoute les Cowboys, il se passe probablement pas un mois dans l'année où j'écoute pas au moins une chanson des Cowboys, il peut m'arriver de les écouter plusieurs fois dans une semaine. Ils m'ont accompagné sur 20 années de ma vie, dans des thématiques qui me parlent aussi. On a parlé tout à l'heure des thèmes très forts de l'inégalité, etc. Il y a un thème dont on n'a pas tellement parlé, mais qui est omniprésent dans leurs chansons aussi, c'est l'écologie, la sauvegarde de la planète, etc. Donc tout ça, c'est des thèmes, moi, qui me touchent, et effectivement, voilà, ça fait 20 ans que je vis avec les Cowboys, que je vibre avec les Cowboys, et en y réfléchissant, voilà, finalement, c'est normal de ressentir cette peine et cette douleur. Voilà, j'ai rarement eu ça à la disparition d'artistes, ça m'est arrivé une ou deux fois, mais on va en échanger un petit peu justement avec Uppsala, ça fait un petit moment qu'on t'entend plus, mon pauvre. Oui. Donc on va... Non, mais je vous écoute. Hein, on va profiter de cet oui. échange pour... tu voulais nous parler justement de ce qu'on appelle les relations parasociales, parce que toi aussi, hein, même si c'est pas sur les Cowboys, mais tu as pu aussi... avoir un peu ce ressenti-là avec la disparition d'artistes. Oui, tout à fait, oui. Effectivement, je voulais un petit peu étendre la question et revenir sur cet aspect proximité avec un artiste, surtout pour des artistes qui partagent des choses très, peut-être pas intimes, mais en tout cas très, qui nous parlent, parce que chez les Cowboys Fringants, il y a un aspect très local, ils parlent de eux, de leurs ressentis, enfin voilà, il y a cet aspect-là, et le sujet des relations parasociales, c'est quelque chose qui s'est beaucoup développé au cours des dernières années, parce que il y a eu la montée en flèche des youtubeurs, et ces fameux youtubeurs, quand ils rencontraient des gens, parfois les gens leur parlaient comme s'ils étaient leurs potes. Alors que, ils se connaissent pas en fait, si tu veux, c'est la première fois qu'ils se voient, et les autres croient qu'ils connaissent tout de leur vie, et la relation parasociale, c'est ça en fait, c'est une relation à sens unique, qui se crée entre, un auditeur, un spectateur, en tout cas quelqu'un qui crée un lien avec un artiste ou un vidéaste, qui généralement se livre sur sa vie, sur son quotidien, sur des choses très personnelles. Et la personne en face, si tu veux, alors le terme c'est relate en anglais, j'ai pas exactement le terme en français, mais voilà, en tout cas se reconnaît dans les paroles, dans le ressenti, dans les émotions qui traversent la personne, l'artiste, le vidéaste, etc. Et de ce fait, il y a quelque chose, une sorte de lien qui se crée, mais ce lien n'existe pas pour le créateur, si tu veux. Il y a pas ce... Si tu veux, Karl ne te connaissait pas, tu vois. Et c'est ce qu'on appelle une relation parasociale. Et donc, il y a un exemple très connu musicalement, et qui a été d'ailleurs mis en musique par l'artiste lui-même, c'est Stan de Eminem. Stan, qui est tiré d'une histoire vraie, où ce fan, lui, a créé un lien avec Eminem, alors qu'Eminem, lui, ne connaissait pas vraiment sa vie, tu vois. Mais comme Eminem parlait beaucoup de lui, de sa vie, de ses liens, de sa femme, de sa fille, etc., Stan, lui, s'est identifié à Eminem et a commencé à vouloir faire comme lui. Alors c'est quelque chose qu'on voit beaucoup dans le clip et dans le texte, etc. En tout cas, c'est un exemple très parlant. Et un autre exemple que j'ai, c'est Taylor Swift. Alors Taylor Swift, aujourd'hui, elle a une fanbase qui est très très engagée et
donc les Swifties se reconnaissent beaucoup parce que Taylor écrit beaucoup ses propres textes. Elle parle de sa vie, elle parle de ce qu'elle ressent, elle parle de tout ça. Et c'est quelque chose qui résonne avec toute sa fanbase. Et ces textes vont être étudiés dans une université américaine. Alors, j'ai plus le nom exactement. Mais justement parce que sa manière d'écrire, sa manière de véhiculer ses émotions et de faire passer tout son ressenti, tout son vécu, touche tellement de gens. Et ça, c'est quelque chose d'absolument fantastique. Pour en revenir à Carl et au Cowboy Fringant, voilà, c'est sa manière d'écrire a touché énormément de personnes. C'est pour ça, en fait, qu'il est si populaire. Et un dernier exemple récent, c'est la mort d'Akira Toriyama. Pour ceux qui connaissent bien le collectif de l'imaginaire, on parle beaucoup de manga, d'anime, et Dragon Ball fait partie des œuvres les plus cultes. Même tu vas au fin fond de l'Amazonie, tout le monde connaît Sangoku. C'est une œuvre intemporelle et culte, et le fait de perdre Akira Toriyama a beaucoup affecté les gens. Alors pour l'aspect relation parasociale, probablement beaucoup moins, mais ce qu'on retrouve dans tous ces éléments, c'est surtout que il y a un lien, il y a quelque chose de fort qui s'est créé avec un auteur, avec un artiste, et on peut parfois être tellement touché par quelqu'un qui ne nous connaît pas, mais qui nous a apporté quelque chose de fort, qui émotionnellement parlant, nous marque, que au final, sa mort, même si c'est pas un de nos proches, fait que ça crée un vide dans nos vies. Il manque quelque chose, il manque quelqu'un, même quand cette personne, dans le cas d'Akira Toriyama, ne faisait plus grand chose depuis des années, mais son œuvre persiste, son œuvre, je dirais presque, le dépasse. Et c'est ce lien, au travers de cette œuvre, qui fait qu'on a une énorme émotion lors de sa mort. En fait, ça me rassure quelque part, c'est que ma réaction était entre guillemets normale, ou en tout cas pas anormale. Elle s'explique par différentes choses. Alors, je vais pas dire c'est rigolo, parce que c'est pas rigolo, mais c'est vrai que la mort d'Akira Toriyama est arrivée en pleine préparation de cette émission, et justement, ça a été un bon exemple, et on l'a vu justement, les gens qui s'épanchaient sur les réseaux de cette disparition, qui personnellement m'a peiné effectivement, mais beaucoup moins que la disparition de Karl par exemple. Et il y avait beaucoup de gens qui ne comprenaient pas pourquoi ça suscitait tant d'émotions, mais c'est vrai que il y a des gens qui ont grandi avec, il y a des gens, ça a été leur première porte d'accès sur la culture japonaise et manga, et ça a été à l'origine de beaucoup de choses, de beaucoup de vocations. Il y a des gens qui ont travaillé autour de son œuvre, des traducteurs, des gens qui faisaient des doublages, etc., qui ont parlé suite à cette disparition pour exprimer leur peine. Et du coup, moi j'ai compris cette émotion, parce que effectivement j'avais eu cette expérience un peu similaire récemment, mais peut-être qu'il y a 10 ans, si Akira Toriyama était décédé il y a 10 ans, j'aurais peut-être dit mais pourquoi ces gens-là on réagisse comme ça, c'est complètement démesuré, ok, vous l'aimiez bien, mais voilà, ça reste un homme âgé qui est mort au Japon à des milliers de kilomètres, vous l'avez peut-être jamais entendu, vous l'avez peut-être jamais vu en vrai, pourquoi vous êtes triste. Maintenant je comprends. Après, tu faisais le lien avec les réseaux sociaux. Alors c'est vrai, c'est pas vrai. Je pense que les réseaux sociaux ont accentué ce côté proche des gens, puisqu'effectivement, et notamment avec toutes les nouvelles générations d'artistes, ils sont très présents sur Internet, sur les réseaux, donnent des interviews, font des vidéos, parlent en direct avec leurs fans, échangent, etc. Donc il y a un lien qui est forcément beaucoup plus proche que ça ne pouvait l'être il y a 50 ans, voilà. Mais j'imagine totalement que la disparition de Brassens, il y a des gens qui ont réagi exactement pareil. Je peux donner un exemple universel, le décès de Lady Di par exemple. Voilà, elle n'était pas chanteuse, elle n'a jamais rien produit entre guillemets culturellement, mais ça a été effectivement en Angleterre et au-delà, dans le monde, une vague d'émotions intenses que moi à l'époque je comprenais pas forcément non plus, parce que sur les royautés, machin truc, c'est pas trop ma cam, mais avec le recul, c'est des gens qui incarnent des choses, qui incarnent des valeurs, qui font partie du quotidien des gens, et voilà, c'est ça aussi. Et puis voilà.
Bah, on peut penser, moi vraiment un artiste culte de ma jeunesse, c'était Michael Jackson. Bah oui. Alors bon, avec son lot de controverses sur lesquelles on passera pour cet épisode. Enfin, je veux dire, j'ai grandi. Il y avait Michael Jackson, Michael Jordan et Steven Spielberg, tu vois. Enfin, je veux dire, ces trois personnes dont les œuvres ou dont le lien, la présence était régulièrement dans mon quotidien culturel. Et voilà. Et Ou ça, deux sont encore vivants. Hein. dont deux sont encore vivants, fort heureusement. Mais voilà, le jour où Steven Spielberg disparaîtra, ce sera sûrement un énorme choc pour moi, parce que j'ai été bercé par E.T., par les Goonies, par ce genre de films. Évidemment, quand une œuvre nous marque à ce point, on peut pas, je pense, être totalement indifférent à la disparition à moins qu'on ait affaire à une ordure, ce qui peut arriver, hein, bon voilà. Et je pense qu'on est plus sensible aux œuvres qui nous ont marqués durant notre adolescence et notre vingtaine. On est plus malléable. C'est des œuvres et des artistes qui nous influencent toute notre vie après. Puis je pense que plus tard, à leur décès, c'est à ce moment-là que ça nous frappe, parce que ils ont fait partie de notre bagage, de notre apprentissage et de qui on est. Mais en fait, je pense que c'est... On s'attend pas, si tu veux, on s'attend à ce que ces gens fassent toujours partie de notre quotidien d'une manière ou d'une autre. Enfin, c'est une espèce de truc de... C'est établi, c'est bon, ils sont là, et d'un coup, ils partent, et ça change un truc, tu vois. C'est ce jour-là, tu démarres une vie sans cette personne. Puis moi, j'ai comme analyse que dans l'ère du web, avec les réseaux sociaux, Netflix, il y a de moins en moins le socle culturel s'effrite, je trouve, par rapport à notre jeunesse, par exemple, où tous les gamins regardaient les mêmes émissions parce qu'il n'y avait que ça, lisaient. Tout le monde lisait Dragon Ball parce qu'il n'y avait que ça. On n'avait pas d'Internet, on n'avait pas. Il y avait moins d'influence. Chez nous, l'influence américaine a toujours été là, mais la chanson, on téléchargeait peut-être en ligne, mais c'était les disques. Donc, tout le monde avait les mêmes repères culturels communs, et là, ça s'est éclaté. Donc, on peut écouter que de la musique américaine, que de ne rien écouter de notre propre peuple, ou de moins s'intéresser à des artistes de notre ville ou autre. Et ce qui fait que les rares idoles qui font partie de la psyché culturelle et collective, quand ils disparaissent, comme Carl Tremblay, des Cowboys fringants, je pense que c'est ça qui marque le plus. Puis j'essayais de penser après sa mort, on dit, mais quel autre artiste va autant engendrer un deuil collectif au Québec? Et il n'y en avait pas beaucoup. J'ai pensé peut-être à Céline Dion, par exemple, ou autre, mais il y a les goûts et les envies, se sont tellement étendus, effrités, je trouve. Moi, au Québec, c'est une particularité vu notre culture québécoise est très forte, elle est protégée par des lois notamment, puis donc il y a tout un star système québécois qui est protégé, mais la nouvelle génération s'intéresse de moins en moins à notre télé, à notre musique. Même moi, je me surprends à ne presque plus écouter de chansons en français, à faire vraiment moins de découvertes. J'écoute presque que de l'américain maintenant. Puis ça m'a fait un choc de me rendre compte de ça. Wow, tout d'un coup, maintenant, Spotify ou autre, j'écoute de la pop américaine ou du rock britannique ou autre. Et OK, mais qu'est-ce qui reste de nous, de notre culture, mais du nous avec un grand N, de notre spécificité culturelle? Donc, moi, j'ai peur qu'il y ait de moins en moins de géants comme ça qui fassent l'unanimité au point d'entraîner un deuil collectif. C'est sûr qu'il va y avoir des deuils nichés, et c'est là la star de l'électro est mort, la communauté électro pleure son idole, etc. Mais des gens
aimé de tous, c'est de plus en plus rare. Nous, en France, bon, je pense que le grand exemple qu'on a eu il y a quelques années, c'était la mort de Johnny Hallyday, qui effectivement, chez nous, ça a été, funérailles nationales, il me semble, si je dis pas de bêtises. C'est en tout cas un des seuls exemples que j'ai. D'ailleurs, il y a eu la chanson des Fatal Picard, oui, qui s'appelait le jour de la mort de Johnny. C'est vrai. Mais c'était avant qu'il meure. Avant. Oui, c'est vrai. Oui, qui est sorti avant, justement. Ah oui. Je pensais à ce que tu disais plutôt sur les relations parasociales et le fait, je pense que ça se faisait dans le passé, mais peut-être en solitaire. Les dialogues, les gens voyaient leur héros dans les journaux, mais il n'y avait pas de réseaux sociaux. Donc, le deuil était solitaire et le dialogue était solitaire, mais des gens comme des John Wayne, que les gens à l'époque, les Américains, lui prêtaient une personnalité selon ses films, et quand il est mort, c'était vraiment une grosse histoire. Donc, je pense que ça a toujours existé, ça. Puis c'était même plus fort à l'époque, à mon avis, que maintenant, parce que le fait de les dévoiler, qu'on puisse entendre nos idoles, les voir en entrevue, ça enlève cette aura de mystère-là, alors qu'il y a 50 ou 70 ans, ça désacralise les gens pouvaient... Oui, ça les sacralise, pouvaient leur donner la personnalité qu'ils voulaient. Là, donc, il y a des héros américains qui sont morts, ça a provoqué un deuil national, alors que les gens les avaient jamais vus en entrevue ou pratiquement. C'est drôle. Je me permets de faire une petite parenthèse là-dessus. Sur le fait de prêter une personnalité aux gens. Il y a une vidéo de la chaîne Calmos qui parle de comédie, etc. et qui dit que Robert De Niro n'existe pas. Alors, le titre est un peu provocateur, mais les gens connaissent Robert De Niro uniquement via ses films, sur le côté You Talking to Me, tout ça, tu connais. Et oui. Au final, cette personne n'existe pas. Et voilà, c'était pour la petite parenthèse, mais je trouve la vidéo très intéressante et à l'occasion, allez la regarder parce que c'est pas mal du tout. Fin de la parenthèse. Et juste une toute petite parenthèse par rapport à ce que tu disais sur le fait que effectivement maintenant on picore un peu à droite à gauche et qu'on découvre plus, il y a plus d'artistes qui rassemblent. J'ai envie de dire aussi, par exemple tu parlais de Spotify, c'est aussi un peu la faute à l'algorithme, quoi. Je veux dire, moi je le vois bien aujourd'hui, j'écoute un truc qui me plaît et l'algorithme va me proposer que des trucs qui ressemblent, quoi. Et ce qui fait que je reste quand même enfermé un petit peu toujours dans la même bulle d'artistes que j'aime beaucoup, pour le coup ils font bien leur boulot, mais c'est vrai que j'écoute quasiment plus la radio, donc il n'y a plus ces découvertes d'artistes, etc., ou très peu. Voilà. Il y a Internet, il y a la multiplication des sources qui a divisé, qui a dilué un peu cet effet rassembleur. Et puis voilà, il y a surtout ce foutu algorithme qui nous enferme aussi dans notre bulle, quoi. Tu as raison, puis je pense qu'en vieillissant, il y a aussi le phénomène moi, je commence à comprendre de mes parents, puis les grands-parents, bon, c'était mieux avant. Moi, j'aime pas le nouveau rap, etc. Non, là, puis là, je sonne comme mes parents. Oui, c'est l'autotune, ça, non, c'est de la pas merde l'autotune. qui font les jeunes comme... Puis là, je repense souvent à l'un de mes profs au lycée qui disait que les Cowboys fringants, c'était médiocre, c'était mal écrit, puis il jurait que par Brel, par exemple, puis là, il nous regardait de haut, les jeunes qui aiment les Cowboys, et là, je me revois 25 ans plus tard. OK, donc moi, je sonne comme ça aussi, donc il y a quand même une introspection mais qu'en vieillissant, on est peut-être, on cherche moins à découvrir le nouveau, puis à sortir à ouvrir nos horizons, disons. Oui, on va passer à la dernière partie de cette émission et on va parler justement de ce que nous ont laissé les Cowboys. On va parler un petit peu de l'héritage et de l'après, on en a déjà un petit peu évoqué précédemment. Alors dans les héritages, est-ce que tu peux nous toucher 2 mots, Louis, de la fondation des Cowboys fringants, parce que ça je pense qu'on n'en a pas parlé avant, mais c'est aussi quelque chose qui les caractérise et qui, alors on va pas dire, il y a forcément les grands artistes qui ont toujours... qui sont un peu philanthropes, mais la fondation des Cowboys fringants, je trouve que c'est quand même assez représentatif de ce qu'était le groupe. Vraiment, et sans se vanter, depuis 20 ans presque, ils ont lancé donc une fondation à vocation environnementale.
On l'a vite évoqué aujourd'hui, mais les Cowboys, très tôt, depuis les années 2000, chantent sur les thèmes de l'écologie, dénoncent le fait que le politique bouge pas par rapport à ça. Puis eux, ils ont décidé donc que les Cowboys de prendre ça en main, de lancer une fondation pour... c'est sûr qu'ils ont des moyens modestes, mais quand même, ils ont fait beaucoup... d'actions concrètes pour faire changer les choses. Donc, ça, c'est vraiment pas tous les artistes qui s'investissent et pas juste pour la parure, là, pour la lutte environnementale. Et ça, les Cowboys fringants, je pense que cette fondation-là va persister très longtemps. Puis, ça fait partie de leur héritage aussi. Je pense que dans leur héritage, et là, maintenant, ben, on va attendre l'ultime album qui va sûrement fracasser tous les records d'écoute. Un album posthume de Carl Tremblay qu'il a enregistré, affaibli par la chimio, vraiment, jusqu'à son dernier souffle, il faisait les enregistrements de cet album-là qui s'annonce extrêmement émouvant. Qui va sortir dans les prochains mois. Il y a aussi en parallèle eu maintenant une comédie musicale qui avait été lancée sur le thème du pub royal, qui est une très belle chanson écrite par Carl Tremblay sur la rédemption d'une femme qui change de vie, qui se remet de ses dépendances à la drogue. Et là, ils ont fait toute une comédie musicale sur ce thème-là en reprenant des chansons des cowboys. Donc, on n'a pas fini d'entendre parler d'eux et évidemment, le groupe existe encore, mais sans sa voix. Donc, le mystère plane de qu'est-ce qui va se passer pour les prochaines années avec ces gens-là. Surtout que... Oui, je sais que Marianne chantait quelques chansons, mais ça restait anecdotique. C'était une ou deux. Alors oui et non quand même. Juste pareil, une petite parallèle. Je me rappelle que au concert que j'avais vu, c'était justement Marianne qui avait fait la première partie du concert avec une autre chanteuse québécoise dont j'ai oublié le nom, mais elles interprétaient à deux des chansons. Donc est-ce que ce sera ça l'avenir des Cowboys? Peut-être. Est-ce que je sais pas. On verra. Quand on a une personne aussi identifiée et identifiable que Carl Tremblay, j'ai envie de dire c'est un peu le syndrome de Queen, c'est-à-dire que tu perds ton chanteur, tu perds tout, quoi. Tu voulais nous toucher deux mots peut-être, Uppsala, de la comédie musicale? Alors la comédie musicale, Louis en a un peu parlé, moi je me suis un petit peu renseigné là-dessus. Effectivement, alors ça a commencé en novembre dernier. Voilà, et il passe au Grand Rex, là, dans les semaines qui viennent. Et alors, ils se définissent comme une anti-comédie musicale. Voilà, c'est très... je trouve ça très drôle, moi qui suis très habitué de Broadway et tout ça. Apparemment, c'est un huis clos. Voilà, donc les personnes restent dans le même décor, dans le même environnement du pub royal. Toujours alors, c'est ce qu'on appelle... Dans le milieu, dans le jargon, un jukebox musical. C'est-à-dire que ça reprend des morceaux déjà écrits au préalable. Voilà. C'est un peu comme Mamma Mia, comme, ou d'autres comédies musicales du genre, où les morceaux sont en fait tirés de l'œuvre de différents artistes. Voilà. Et donc on refait une histoire autour de ça. Donc on peut le dire, hein, c'est pas le groupe qui joue dans la comédie musicale. Si vous allez voir la comédie musicale Pub Royal, vous allez pas aller voir les membres des Cowboys Fringants. Voilà, non, mais c'est avec les morceaux des Cowboys. Et, et apparemment, il y a un aspect, c'est un peu cirque aussi, ce qui m'a un peu surpris. Mais voilà, ça me paraît intéressant. Je sais pas si j'irai la voir. C'est vrai, mais vu encore une fois, même si j'ai découvert avec vous, je suis encore un peu étranger à leur univers, mais je pense que pour les gens qui sont passionnés de la musique des Cowboys, vous redécouvrir les morceaux chantés par d'autres personnes
et dans un contexte de spectacle avec une histoire, etc., ça doit être une expérience super intéressante. L'as-tu vu, Louis, ou comptes-tu aller la voir? Non, mais oui, j'aimerais ça prochainement. Là. Je pense qu'ils sont à Paris en avril, donc c'est un peu loin de chez moi, mais peut-être plus tard, quand ils vont être à Montréal, certainement, mais je pense que ça va être dur de trouver des billets, mais je pense que l'été prochain, ils vont être à Montréal. C'est clair que je vais y aller. Et moi, pour terminer, concernant l'héritage des cow-boys, je pense qu'il ne faut pas non plus négliger ce que les cow-boys ont apporté à la culture québécoise, et notamment à l'international, parce que, voilà, effectivement, quand on est dans son pays, je pense qu'on ne se rend pas forcément compte. Alors, peut-être pour les cow-boys ici, parce que c'est quand même un groupe très marqué Québec. Mais je pense par exemple en France, c'est souvent par exemple quand t'as un artiste qui reçoit la Légion d'honneur, t'as beaucoup de gens qui disent mais je comprends pas pourquoi tel chanteur reçoit la Légion d'honneur, qu'est-ce qu'il a fait, machin, il a su chanter des chansons, etc. Et si on prend l'exemple des cow-boys par exemple, c'est vrai que moi par exemple je me suis vraiment intéressé et plongé dans la culture québécoise par l'intermédiaire de ce groupe. Et c'est là qu'on voit un peu tout ce soft power que peuvent avoir des artistes. Alors j'ai aucune idée, j'ai pas regardé. Si j'imagine que les cow-boys ont probablement déjà reçu des récompenses un petit peu en tout genre, peut-être dans ce domaine-là aussi. Mais c'est typiquement si ce groupe était français et avait apporté ce qu'ils m'ont apporté moi au niveau du Québec, je pense que c'est des groupes qui mériteraient largement d'être récompensés pour avoir fait rayonner, comme on dit chez nous, avoir fait rayonner sa patrie et sa culture. Donc voilà, je pense que c'est pas à négliger, parce que je pense que ça a suscité peut-être beaucoup de vocations. Et puis, même si c'est pas en lien direct avec les Cowboys Fringants, une fois que je suis plongé dans la culture québécoise, j'en sors pas, j'y reste, et du coup j'écoute d'autres choses. Donc j'ai eu plaisir à découvrir dans divers supports et divers thèmes des tas d'artistes de Québécois, donc avec ou sans lien avec les Cowboys. Je parle de la chanson par exemple, je sais que j'avais écouté à une époque et j'écoute encore un peu maintenant Plume la Traverse, donc qui est plus ancien que les Cowboys Fringants, mais c'est pareil, c'est de la chanson aussi engagée, c'est de la chanson alors un petit peu plus c'est un petit peu moins rythmé, mais voilà, il y a des chansons très fortes sur l'euthanasie, des choses comme ça, donc c'est vraiment des chansons moi qui me parle aussi beaucoup, et puis un petit peu aussi de culture un peu plus populaire. Moi je pense à Vincent Vallière, qu'on connaît pas du tout en France, mais je sais qu'à un moment donné j'écoutais pas mal la radio au Québec et que ça passait énormément avec son tube On va s'aimer encore. Je sais pas du tout d'ailleurs s'il a fait d'autres choses après ou si ça a été l'homme d'un tube, mais en tout cas voilà, ça faisait des parties des artistes que j'avais eu plaisir à écouter à une époque. Et puis évidemment on en a pas parlé, mais les Trois Accords. Alors les Trois Accords qui sont... alors je peux pas dire que c'est la relève des Cowboys parce que c'est pas du tout la même chose. Il y a beaucoup moins pour moi il y a quasiment pas forcément de texte engagé ou chose, mais c'est des chansons humoristiques qui pulsent, c'est un groupe qui bouge, que je suis également depuis leur tout début. Peut-être même que c'est toi qui me les avais conseillés à l'époque avec leur tube hawaïenne, c'est fortement possible. Probablement, oui. Et j'ai eu la chance de les voir en concert. Alors tout début, ils étaient venus, ils avaient fait un concert, je crois que c'était les élèves de la fac de Dijon qui les avaient invités, et j'avais été les voir, et j'ai perdu cette photo, j'aimerais retrouver cette photo, où je pose avec le groupe les Trois Accords, avec mon drapeau québécois avec eux. C'était un grand moment et c'était un super concert aussi. Et voilà, et je sais qu'ils étaient aussi très amis avec les Cowboys. Ils avaient fait pas mal de premières parties aussi, je crois. Ils les ont un petit peu aidés au début à se lancer. Alors voilà, je sais pas si c'est la relève, mais en tout cas, ça fait partie, je pense, des groupes aussi maintenant les plus emblématiques au Québec. Je pense que les Trois Accords ont grandi en parallèle avec les Cowboys Fringants. Ils datent aussi début des années 2000, mais pour nos auditeurs qui aiment la découverte des Cowboys, je vous recommande les Trois Accords. Impossible de ne pas chanter à tue-tête sur certaines chansons comme Tout nu sur la plage ou oui. Des chansons vraiment déjantées, Les dauphins et les licornes. Oui. C'est vraiment du grand bonheur, ces chansons-là. Tout nu sur la plage, j'étais tout nu sur la plage. Je ne faisais pas de monokini, à te tout nu, je ne faisais pas de monokini. Je ne faisais pas de monokini, à te tout nu, je ne faisais pas de monokini.
Voilà, et puis, voilà, puis autre chose que la musique, bon c'est pareil, le cinéma, alors je suis pas un grand amateur de cinéma québécois, mais quand je tombe sur certains films, ben j'y prends plaisir. Alors ça doit être assez niche chez vous, mais par exemple je pense au réalisateur Gilles Carle, dont les Blu-ray ressortent chez nous dans des petites sociétés de production de Blu-ray, je crois que c'est au Chat qui fume, j'ai quelques films de Gilles Carle, alors ça doit être déjà assez niche chez vous, alors imaginez chez nous, je sais pas quel... Gilles Carle, c'est un grand cinéaste, mais d'une autre époque. Là. Moi, c'est pas mon contemporain, mais je sais que c'était un géant de l'époque. Là. Donc, c'est pas si niché au Québec, mais c'est sûr qu'il n'y a sûrement pas eu beaucoup d'écho en France. Là. Ah bah oui, mais voilà, c'est des artistes qui sont poussés aussi, et puis je pense aussi à Ken Scott avec sa comédie Starbuck par exemple, que j'ai adoré, et qui a même eu son remake en France, hein, c'est-à-dire qu'on a adapté Starbuck en France, je crois que ça s'appelle Fonzie, je crois, avec, je crois que c'est José Garcia qui joue le rôle de Starbuck. Et au niveau ciné, moi je pense à Denis Arcand notamment, qui a fait le déclin de l'Empire américain. J'ai eu mal. Les invasions barbares, l'âge des ténèbres. Oui, c'est notre plus grand cinéaste contemporain, Denis Arcand. C'est vraiment des œuvres à regarder. Bon, peut-être pas son dernier film là, qui est moins pertinent, mais, mais ses œuvres des dernières années, c'est très très bon. Moi, je suis toujours estomaqué de voir le succès de certains artistes québécois en France, parce que des fois, ces artistes-là ont aucun élément gagnant, mais c'est tellement spécifique qu'au Québec. Moi, je trouve ça beau que ça puisse être partagé en France et ailleurs en Europe. J'avais vu le déclin de l'Empire américain et l'âge des ténèbres, donc ils font partie d'un même ensemble de films, et vraiment très... j'ai beaucoup aimé, moi. J'ai eu un petit peu plus de mal. Moi, je suis même pas sûr d'avoir été au bout du film. Je crois que c'est avec Stéphane Rousseau, il me semble d'ailleurs. Il y en a un, je sais plus lequel. Hein, c'est ça, hein. Ouais. Oui. Et sinon, mon cinéma, si j'avais noté un dernier nom, c'est Éric Tessière. Je sais pas s'il est très connu au Québec, mais je me rappelle m'être régalé devant son film 51-50 rue des Ormes, qui était un film horrifique. Et puis sinon, voilà, un peu plus léger aussi. Alors en série, je me suis régalé devant la série Bob Gratton, l'aventure du célèbre mécano un peu beauf, mais tellement drôle. Et là, par contre, écouter les Cowboys m'ont beaucoup aidé aussi dans la compréhension de la série, parce que c'est pareil, hein, c'est très québécois cette série. Et là, pour le coup, j'avais déjà des clés de compréhension, donc je pense que c'est aussi pour ça que j'ai apprécié cette série. Et puis sinon, bon, alors en France, pour en terminer avec ça, évidemment, là où peut-être les Québécois sont le plus connus en France, c'est tout ce qui touche autour de l'humour. Donc forcément les gens les plus connus, Stéphane Rousseau ou Anthony Cavana, qui cartonnent en France. Et là, tu vois, par contre, c'est intéressant parce que c'est aussi des artistes qui ont gardé aussi leur parler et qui n'ont pas cherché forcément à franciser. Peut-être un petit peu moins maintenant Anthony Cavana, encore que. Et par contre, tu vois, alors peut-être qu'au niveau de leur sketch, ils réadaptent, ils écrivent un petit peu pour qu'on comprenne bien. Mais c'est pas dire de mal de Céline Dion, je sais que tu es très fan de celle-là, mais voilà, ils ont gardé leur ton, leur accent et ils sont restés au naturel. Bon, François Pérusse, évidemment, on n'en parle pas, je pense que ça fait partie des artistes québécois les plus connus en France. Et puis côté humour, voilà quelques noms aussi, peut-être un peu moins connus en France. Laurent Paquin, je sais pas s'il tourne encore au Québec, mais à l'époque j'adorais ses sketchs. Et puis une petite série humoristique qu'on connaît bien aussi, ceux qui aiment bien les petites séries drôles sur YouTube, c'est les têtes à claques, quoi. Les têtes à claques, je me régale à chaque fois. C'est pas toujours évident à comprendre, parce que là c'est pareil, hein, l'accent est assez prononcé, il y a des tas d'expressions et tout, mais je me régale à chaque fois que je regarde ça m'a toujours fait peur. J'ai les deux yeux et la bouche collés sur un truc. Ça m'a toujours mis mal à l'aise. Ah ouais? Ah non, moi c'est... les têtes à claques, ça m'a toujours mis mal à l'aise. Je dois avoir le coffret des 4 premières saisons. Je pense que les têtes à claques, c'est qu'on aime ou on n'aime pas. Moi, je suis dans le clan de ceux qui aiment pas ça, mais il y a énormément de fans quand même au Québec, donc c'est...
Et aussi longtemps que ma mémoire, aussi longtemps que je me rappelle, bien avant les Cowboys, et je suis en train d'y penser, il y avait un artiste québécois qui cartonnait en France, alors, et qu'on n'a plus du tout vu, alors lui je sais pas ce qu'il est devenu, c'était un humoriste qui s'appelait Courte Manche, qui était le roi de la grimace, qui faisait énormément de mimiques en tout genre. Mais lui, Michel Le Courtemanche avait même une carrière qui se lançait aux États-Unis, en France, c'est le roi de la mimique, là, comme Jim Carrey ou d'autres, là, exceptionnels. Et lui, il a craqué complètement là, durant. On l'a pas revu pendant 20 ans, dépression profonde, incapable de remonter sur scène, vraiment une tragédie. Puis jusqu'à récemment, là, il a recommencé, il a réussi à vaincre ses démons, mais c'était une chute très très triste, cet homme-là. Écoutez, je pense qu'on a à peu près fait le tour. En conclusion, je sais pas si vous voulez dire un petit mot. Si vous connaissez pas les Cowboys, moi je vous invite vraiment à découvrir ce groupe. Si vous aimez la chanson à texte, si vous aimez la chanson française, si vous êtes un petit peu sensible à toutes ces thématiques sociales, environnementales, c'est vraiment un groupe extraordinaire à découvrir. Et voilà, et je pense que le décès de Karl ne doit pas faire qu'on arrête d'écouter les Cowboys. Au contraire, je pense que c'est des valeurs tellement universelles et il faut continuer à écouter, il faut continuer à faire partager cette musique. Voilà, c'est aussi un petit peu l'objectif que j'avais avec cette émission. Peut-être que je vais faire quelques vocations et j'espère en tout cas avoir des retours en me disant voilà, que des gens ont découvert grâce à ce biais, à ce groupe qu'ils ne connaissaient pas. Moi, je dirais continuer de découvrir des groupes un peu différents qui sortent de la norme, qui vous font ressentir des choses. Continuez de vous passionner pour la musique, pour les différents artistes qui font vivre cet art si particulier et qui vous amène... et puis continuer de chercher parfois des petits artistes différents qui seront peut-être les stars de demain ou peut-être pas, mais qui continueront de vous faire vibrer. Moi, je vous encourage à découvrir ce que le Québec offre en culture, des séries, des chansons exceptionnelles. Puis vous êtes toujours les bienvenus chez nous. Mais s'il vous plaît, si vous venez au Québec, dites pas que vous venez au Canada, ça peut être mal reçu. Mais c'était un immense plaisir d'être invité et de participer à votre podcast. Vraiment, j'ai adoré l'expérience. Plaisir partagé. Écoute, merci à toi, merci pour ta disponibilité et d'avoir pris le temps, c'est pas toujours facile, et puis d'avoir passé presque 2 heures à remontage avec nous. Bon, il y aura quelques coupes, l'épisode sera forcément un petit peu plus court au final, mais merci de nous avoir accordé ce temps-là, ça a été un grand plaisir de préparer et de faire cette émission avec toi, merci encore. Et les amis, écoutez, on vous dit à bientôt pour un prochain épisode du podcast de l'imaginaire. Alors je ne sais pas qui sera à l'antenne la prochaine fois, puisque nous alternons, on essaye de faire participer un petit peu tous les membres du collectif. N'hésitez pas à nous rejoindre sur notre serveur Discord pour échanger avec nous sur les épisodes ou sur les différents podcasts du collectif. On vous dit à bientôt et merci de nous avoir écoutés. Bye. J'ai tout surmonté, la tête baissée. Maintenant, je descends la côte, mais j'ai la tête